Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, vous savez bien, c'est l'heure du et c'est le moment du crypto rapport. Donc on va regarder les news concernant principalement le Bitcoin au niveau global. On va regarder les news, on va dire, percutantes dès le début. Et ensuite, on va aller sur chacun des continents dans différents pays pour voir réellement ce qui est en train de se passer. Principalement au niveau de la régulation, l'acceptation des cryptos et voir un peu le développement de certains types de projets blockchain, principalement sur la Bitcoin blockchain ou sur l'Ethereum blockchain. Mais ça, c'est pour principalement voir un peu l'acceptation, les cas d'utilité concrètes, ce que l'on voit à travers le monde et voir si réellement les promesses divulguées dans le white paper de M. Satoshi Nakamoto et des autres projets crypto blockchain, voir réellement s'ils ont réellement un avenir dans l'économie actuelle et dans le monde de demain. Donc on va principalement regarder cela et cela va nous donner un peu une orientation pour savoir un peu comment naviguer et vers quoi, vers quel port. Donc si on va réellement arriver à bon rivage avec, comment dirais-je, toutes les promesses que délivrent ces projets. Enfin, si elles vont les délivrer, oui ou non. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que l'on fait tous les samedis. Et bien sûr, ici, vous avez tous les liens, donc tout ce qu'on va regarder au niveau des articles, tous les articles que j'ai digérés moi ici. Et donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous les partager dans la description de vidéo ici dans YouTube. Vous allez retrouver tout ça. Donc il y aura une partie aujourd'hui, vu que YouTube ne me permet pas de mettre énormément de choses en description. Donc une partie aujourd'hui et une partie lors de la vidéo de demain. Donc vous voyez que demain, principalement, on fait un Bitcoin trading. Donc là, on va donner les news sur le Bitcoin Cash. Et bon, c'est deux autres cryptos ici, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc on va partager les news que l'on va regarder aujourd'hui, les vidéos que je partage avec vous, une partie dans la description de vidéo aujourd'hui et l'autre partie dans la description de vidéo de demain. Donc ne vous inquiétez pas, pour tout ça, vous allez tout avoir. Comme ça, vous allez pouvoir vous-même aussi regarder ces news et pouvoir, comment dirais-je, les digérer, les regarder, les étudier, les analyser à votre propre discrétion. Ok? Donc voilà. Donc je vous rappelle aussi que, bon, là vous le savez déjà, hein, au courant de tous les jours de la semaine, on fait un crypto trading différent. Et les samedis, comme vous voyez aujourd'hui, là, c'est la journée exclusivement consacrée à ce qui est le crypto rapport. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, on va commencer. On va regarder tous ces articles. On va les passer en revue. Et moi, je vais amener une note de commentaire simplement pour résumer la chose et en voir aussi un peu l'impact que ça pourrait avoir au niveau économique et au niveau des cryptos et pas mal de choses. Ok? Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc moi, je vais me bouger de l'écran déjà, number one. Et maintenant, on va y aller. Voilà. Donc là, maintenant, on a ce qui nous intéresse. Et maintenant, on y va. Donc premièrement, on va faire un petit tour d'horizon, hein. Donc on va rapidement regarder. Attendez, on va rafraîchir la page pour être sûr qu'on a les prix qui sont bien actualisés. Et là, comme vous voyez l'heure, samedi, il est 16 h. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe. Donc, vous voyez un peu les cryptos, tout est en train de descendre fortement, excepté Nano. J'avais donné hier, lors du crypto trading d'hier, on avait vu que lorsque tout est en train de baisser, il y a une corrélation négative entre le nano et le reste de l'écosystème crypto. Vous voyez tout qui est en train de baisser et nano qui monte encore de 25%. Ethereum classique, pareil, qui est en train de monter encore de 3%. Mais tout le reste, vous voyez, avec le leader, le Bitcoin, tout est en train de tomber. Bitcoin qui est en train de perdre ses hauts. Donc là, on avait un bas et un bas plus bas. Donc clairement, on continue dans ce canal baissier. Et on est ici exactement maintenant en dessous des 10 000. Et quand on regarde, on va regarder un peu le top 10. Ouais, dans le top 10, il y a 3 nouvelles entrées que je connaissais pas. Je connaissais pas Nano, je ne connaissais pas Lunir et je ne connaissais pas Huobi Token. Donc voilà, avec ces cryptos-là, ouais, celle-ci qui est montée exactement de combien? 78%. Nano 26% et Huobi Token ici de 3,18% et Ethereum classique aussi qui monte. Donc voilà, si on va un peu plus dans le top 20. Et dans le top 20, on voit que tout est pareil, hein, avec le DXDAO ici qui est en train de continuer à monter, et l'Astos que je ne connaissais pas non plus qui monte, et tout le reste est à la baisse, hein, même excepté le Binance Coin. Ok, donc voilà. Donc c'est principalement ce que l'on est en train de voir. Demain, on va regarder ce qui se passe au niveau du CryptoMaps et aller un peu plus loin avec tout ça. Ok, donc là, on a vu clairement ce qui se passe dans tout l'écosystème. La baisse, elle continue. Et oui, je voulais vous rappeler aussi que attendez, c'est quelle est la date d'aujourd'hui exacte? Voilà, on est le 24. Vu qu'on aura un petit mois ici, au courant de la semaine, je vais commencer à enregistrer le Insider. Donc Insider, ça va être le nouveau magazine, donc la nouvelle émission, on va dire privée, hein, donc qui va faire partie de la playlist des vidéos modules et principalement, elle va être accessible à tous ceux qui ont les vidéos modules et tous ceux qui sont en consulting privé. Donc voilà, donc là, je vais l'enregistrer maintenant. Pourquoi?
J'avais expliqué que j'avais eu des problèmes avec les brokers CFD avec lesquels j'étais en train d'opérer, principalement avec un d'entre eux, et deux autres d'entre eux ne donnaient pas exactement des bonnes conditions de trading pour tout ce qui était crypto. Donc rappelez-vous hein, que je short aussi les cryptos. Donc j'étais en train de discuter avec les brokers, essayer de trouver une solution par rapport à cela. La solution n'a pas été trouvée, on n'a pas eu intérêt d'entendre, donc c'était le temps de liquider tous mes fonds. Et là maintenant j'ai reçu tous les fonds, donc là je suis en train de répartir les fonds dans différents comptes de trading. Donc avant j'avais 5 comptes. Maintenant, j'en ai plus que deux exactement, donc j'ai concentré réellement mon trading sur deux plateformes qui, elles, ont comment dirais-je, un trading au niveau avec les dérivés, donc pour tout ce qui est opération de couverture, pour ma stratégie de couverture, qui est bien plus stable et qui m'offre principalement les 5-6 cryptos déjà dans lesquels moi j'opère, on va dire quotidiennement, donc tout le temps. Et donc là maintenant, je peux compléter réellement mes stratégies, comment dirais-je, de couverture. Donc il y a eu donc là tout ça c'est réglé. Maintenant tout est en place bien tranquillement. Donc là je me reconcentre là-dessus. Donc maintenant je vais repartir dans des nouvelles opérations de couverture. Bien sûr il y a toujours le côté opération trading bourse ainsi de suite. Mais principalement ici vu que ceux qui sont là et ceux qui sont venus aussi en consulting et ceux qui ont des vidéos modules c'est principalement centré donc on va dire crypto centrique. Donc là ce serait quand même intéressant de toujours pouvoir avoir des opérations et de voir un peu ce que je fais à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant que j'ai tout en place, donc là maintenant je vais pouvoir repartir avec cela. Et bien sûr, maintenant on va en faire une nouvelle émission, une nouvelle playlist privée. Donc pour tous ceux qui sont clients, donc là ça va être le insider trading qu'on va commencer à faire maintenant chaque mois. Ça ne va plus être un portefeuille spéculatif live trading trimestriel, maintenant on va le faire chaque mois. Donc chaque mois il y aura exactement le positionnement et tout ce qui arrive. Donc là il y aura des positions de fin février et plus celles d'anticipation pour le mois de mars. Ok, donc ça va arriver au courant de la semaine. Comme ça c'est dit. Voilà, toutes les petites annonces ont été faites. Maintenant, on va réellement s'intéresser à tout ce qui est article. Et qu'est-ce que l'on a maintenant? Première question qu'on se pose directement en commençant, c'est quoi? Est-ce que le blockchain pourrait survivre sans les cryptos? Donc rappelez-vous qu'il y a toujours ce débat. Hein, lorsqu'on a vu des personnes comme Jimmy Dimon, Warren Buffett et pas mal d'autres personnes, tout le monde est pour le blockchain, mais blockchain c'est un nom on va dire commercial qu'on lui donne réellement, c'est les DLT, donc Distributed Ledger Technology. Donc c'est vraiment ça qui les intéresse. Ils sont déjà en train de l'utiliser entre eux, donc des blockchains privés qui sont en train d'utiliser, donc principalement lancés par IBM, des compagnies comme Oracle et ainsi de suite, et les banques entre elles. Donc JP Morgan utilise un blockchain privé qui a été créé sur le protocole Ethereum, donc c'est le Quorum qu'ils sont en train d'utiliser pour eux et leurs clients et ainsi de suite. Donc ça c'est très important de le voir. Mais maintenant, il faut vous rappeler que le Bitcoin a été créé, comment dirais-je, enfin le blockchain a été créé pour permettre, comment dirais-je, au Bitcoin de pouvoir utiliser cette infrastructure. Donc maintenant, séparer les deux, est-ce que l'un pourrait survivre sans l'autre? Donc ça, c'est vraiment la question et cet article parle de ça. Donc c'est très 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 important de pouvoir comprendre cela et réellement s'immerger réellement dans cette, comment dirais-je, s'immerger réellement dans cet univers et vraiment pouvoir répondre à cette question. Pourquoi? Parce que le blockchain fait bien plus que ce que l'on voit. Maintenant, on ne voit uniquement que l'aspect financier et spéculatif. J'ai acheté quelque chose à 1 dollar et maintenant ça vaut 20 000 dollars et voilà, donc là je suis devenu super riche. Là, on ne voit que cela, mais le blockchain c'est bien plus que cela. Rappelez-vous que le blockchain principalement, c'est là pourquoi? C'est pour éviter les frictions, éviter des tierces parties qui n'apportent pas de valeur dans une transaction ou quoi que ce soit d'autre et éviter aussi des pertes de temps. Mais maintenant, c'est pourquoi? C'est pour permettre, comme je disais, je me répète, éviter les frictions, mais permettre que les transactions soient bien plus rapides au niveau de la vérification des participants, donc participant A et participant B, et réellement que ça aille bien plus rapide. Donc une fois que tout le monde est vérifié, vérifier au niveau des identités, que tout le monde, moi si j'ai des pommes, que mes pommes sont réellement là, elles sont réellement vraies, et que, je sais pas moi, Jean-Baptiste en face qui veut m'acheter ses pommes, c'est réellement Jean-Baptiste et qu'il a réellement l'argent pour me les payer, voilà, là on va rapidement. Au lieu qu'il y ait un arbitre, on va dire ça comme ça, donc une tierce partie qui devrait vérifier que moi j'ai bel et bien mes pommes, et que je suis bel et bien Serge, et que Jean-Baptiste est bel et bien Jean-Baptiste, et qu'il a bel et bien de l'argent, et que c'est bel et bien lui, pour qu'on puisse faire notre transaction et lui prendre au passage une commission là-dedans, vu que personnellement, maintenant, avec le blockchain, on pourrait éviter cet arbitre et directement pouvoir faire des transactions, on va dire, de quelque nature que ce soit, directement de personne à personne. Donc, c'est ce qu'on appelle le P2P ou de business à personne ou de business à business. Ok, donc là, le gros débat, c'est ça. Est-ce que le blockchain pourrait survivre sans les cryptos? Donc, voilà. Maintenant, continuons.
Article suivant, et ici c'est une vidéo, et là maintenant on parle de quoi? Le thème de régulation. Oui, c'est toujours un thème qui est là, qui revient tout le temps, on est toujours en train de le ramener matin, midi, soir, tous les jours, tous les jours, toujours dans tous les pays du monde à travers le globe, on parle toujours de régulation des cryptos. Donc là aussi par rapport à ça, faut jamais oublier une chose, lorsque vous touchez aux cryptos, lorsque vous rentrez dans les cryptos, vous rentrez réellement dans tout ce qui est global, macroéconomique. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement, principalement, il y aura un changement social, donc au niveau de la société, il y a un changement au niveau des économies, des business et de comment est-ce qu'on fait du commerce, comment est-ce qu'on fait des transactions et ainsi de suite, comment est-ce que l'argent bouge d'un endroit A et B, et au niveau de la sécurité, de l'identification des personnes. Donc là, on touche vraiment à quelque chose qui est global, donc ça, il faut le savoir. Donc là, vous l'avez vu directement. Nous, on est ici en Europe, donc moi ici en Espagne, et bon, la plupart des, bon, peu importe où les auditeurs vous êtes dans le monde, vous avez bien vu que lorsqu'on a vu des grosses baisses et surtout les gros mouvements qu'on a vus dernièrement dans le Bitcoin, c'est pas causé parce qu'il est en train de se passer ici en Espagne ou en Belgique, c'est causé parce qu'il est en train de se passer en Corée du Sud et en Chine principalement, et au Japon. Donc là, vous voyez, nous on est ici en Europe, là-bas c'est en Asie. Donc là déjà, on est déjà exposé à quelque chose qui est très 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 loin de nous. Donc là, ça rentre directement dans ce qui est, comme on le dit, hein, donc avoir une vision et un aspect global macroéconomique. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas économiquement, quelles étaient les politiques, pourquoi est-ce que la Banque centrale et les gouvernements, principalement chinois, sont entrés en cause, qu'est-ce qui se passe au Japon pour autant d'acceptation, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud, pourquoi ceci, et pourquoi est-ce que ça influe autant. Rappelez-vous, tout le volume de trade des cryptos vient de là-bas, pourquoi? Donc vous voyez que là, si vous ignorez ce fait, lorsque vous êtes en train d'opérer ici en Europe, ne pensez pas que, comment dirais-je, euh, ce qui va influer, ce qui va impacter les prix, c'est ce qui est en train de se passer là-bas. Donc maintenant au niveau des régulations, lorsqu'on voit aussi qu'il y avait des problèmes de régulation là-bas en Asie, au Japon, en Chine, en Corée du Sud, ainsi de suite, ça va impacter tout ce qui est en train de se passer au niveau du trading des cryptos. Donc ça c'est très 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 important. Donc maintenant par rapport à ça, c'est très dur de réguler cela. Pourquoi? Parce que on n'a pas une gouvernance mondiale. Chaque pays a sa propre gouvernance, chaque pays a ses propres lois, et donc là, ça va différer d'un pays à un autre. Et là, donc là, vous le voyez toujours. Donc, vous voyez, là, il peut y avoir une régulation différente en France et une régulation différente en Espagne, et pourtant, on est tous les deux en train d'opérer sur le Bitcoin. Vous voyez que ça va changer au niveau des taxes, de l'acceptation, et surtout, c'est quoi? Est-ce une devise? Est-ce une commodité? Est-ce un bien mobilier? Va-t-il être considéré comme un bien immobilier, comme un actif liquide, actif non liquide? Donc là, les débats sont ouverts, et donc là, c'est un véritable casse-tête. Donc là, il ne faut jamais oublier ça, que les cryptos n'ont pas de gouvernement, n'ont pas de pays, n'ont pas de banque centrale, c'est décentralisé pour la plupart d'entre elles, et donc là, elles sont sujettes à ce qui va se passer, la pluie et le beau temps. Donc il peut pleuvoir en Asie et faire bon en Russie. Ok? Donc voilà. Maintenant, continuons pour aller un peu plus vite. Ici, maintenant, vous voyez le même débat, hein. Ça c'est Mike Maloney qui était à Acapulco. Donc, à Acapulco, c'est quoi? C'est quelque chose qui est organisé par Jeff Berwick du Dollar Vigilante. Et donc là, il se retrouve chaque année pour parler avec tous les anarchistes et ainsi de suite. Et parler du gouvernement. Et CIA est principalement un de leurs thèmes favoris. Vu que ce sont la plupart de ces personnes-là qui sont devenus millionnaires grâce aux cryptos, voilà, ils sont en train d'en parler entre eux. Maintenant, le débat que lui est en train de soulever ici, la question c'est ça, est-ce que les cryptos vont libérer l'humanité ou vont, comment dirais-je, nous rendre tous esclaves. Pourquoi? Parce que c'est un changement, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train d'arriver, et les cryptos vont être un des outils principaux, et réellement, vous voyez que maintenant tout est en train de tourner autour de cela, et il y a vraiment ce changement, ce chamboulement au niveau de l'ordre établi, donc c'est ça réellement. Donc là maintenant, on va voir réellement qu'est-ce qui va se passer par rapport à cela, et donc ça, c'est un débat qu'il est en train de soulever. Pourquoi? Parce que le blockchain, c'est bien, ça évite les frictions, mais on est en train de mettre toutes nos données, toutes nos vies seront dans le blockchain. Et rappelez-vous, ce n'est pas aussi décentralisé que cela. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont ces centres de hash power ou les nodes, donc qui sont les points de relais avec une copie complète du blockchain, auront toutes nos informations. Donc, en un clic, une personne peut disparaître. En un autre clic, voilà, je peux être super riche, ou bien on peut couper mon accès à tout. Donc rappelez-vous, ça c'est très très compliqué. Et il y a une autre vidéo d'un autre personnage. Je dois dire un merci à Nouam, parce que c'est Nouam qui m'avait envoyé un lien d'une vidéo, d'une interview de Queen Michaels, et j'ai commencé à suivre un peu ce que racontait ce monsieur Queen Michaels, et très 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 intéressant ce qu'il est en train de faire. Il va très loin dans les recherches au niveau du blockchain, ainsi de suite, et il a réellement pu prouver par A plus B avec des documents que les projets blockchain, il y avait la NSA, la CIA, ainsi de suite derrière, et j'ai pu même retrouver un des documents de la NSA, et je l'avais déjà partagé l'année passée. Je pense que c'était au courant de l'été passé, qui parlait réellement de cela, donc des projets NSA derrière les cryptos, cryptographie et pas mal de choses pareilles. Mais pour faire court, c'est quoi?
c'est que lui, Quinn Malcolm, il est très loin dans ses recherches, je dis bien très 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 loin. Lui, c'est une personne qui code, qui crée des algorithmes. Il a travaillé avec pas mal de personnes qui sont dans les équipes de développement de tout ce qui est crypto, ainsi de suite. Donc, c'est une personne qui sait exactement de quoi il parle. Et maintenant, bah, lui, il en est encore plus loin parce qu'il faisait des parallèles entre ce qui était en train de se passer avec le blockchain, ainsi de suite. Et il y a pas mal de hackers sur Internet du type Anonymous, ainsi de suite, qui parlent du projet KO, donc du Project Mayhem. Et là, c'est un parallèle avec le film Fight Club. Et il a ramené un peu le parallèle entre ce qui est en train de se passer dans le film et des personnes qui aujourd'hui, réellement, leur but c'est ça, c'est avec le blockchain et les cryptos, ainsi de suite, faire ce qu'on appelle le projet Mayhem. Rappelez-vous que les cryptos sont originaires du dark web. Principalement, le premier cas d'utilité qu'il y avait pour toutes ces cryptos, c'était là. Et donc, tous ces hackers, ainsi de suite, qui sont issus et qui opèrent dans le dark web, il y a un mot qui est en train de passer entre eux. Donc, il y a cette tendance-là et, comment dirais-je, ce côté Project Mayhem, donc le projet KO qu'on on a vu dans le film Fight Club, eh ben ça c'est réellement quelque chose d'actualité. Moi j'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise, je me suis dit waouh, là ça va loin. Donc voilà, donc là je vous le dis, principalement c'est ça. Mais là on repart là-dedans. Donc est-ce que ça va nous libérer? Parce qu'on voit qu'il y a d'énormes promesses et d'énormes potentiels. Quand on dit crypto, c'est plutôt vis-à-vis du blockchain qu'il y a derrière. Ou est-ce que ben, ça va mettre tout le monde sous esclavage? Pourquoi? Ben, vu qu'on aura réellement, ça va être la fin de la liberté. En gros, c'est ça. Ok, donc là, voilà ce que M. Mike Maloney est en train d'en parler. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de vidéos qu'il est en train de faire. Et c'est très très intéressant. Donc voilà, là, je le partage avec vous. Ok, suivant. Maintenant, ici, on est en train de parler au niveau des investissements. Et maintenant, est-ce ici, bon là, c'est de Street, hein, donc ce sont des reporters et investigateurs de Wall Street. Et maintenant, ils sont en train de parler de quoi ici principalement? Est-ce que le Bitcoin peut devenir un investissement aussi intelligent que Nvidia? Donc, rappelez-vous qu'Nvidia, c'est une compagnie solide, ainsi de suite. Principalement, elle fait quoi? Des cartes graphiques et des chips. Donc, les chips, par exemple, dans tout ce qui est véhicule autonome, on retrouve des chips d'Nvidia, une marque toute simple qui utilise ça, c'est Tesla. Et d'un autre côté aussi, ben, les cartes graphiques, donc les fameuses GPU, qui sont très fameuses et très connues et très réputées au niveau des mineurs, vu qu'on les utilise pour tous les calculs algorithmiques et ainsi de suite et tout bazar. Donc là, c'est principalement cette compagnie. Je vous en ai souvent parlé, je vous ai souvent montré les parallèles entre la progression d'NVIDIA et la progression du Bitcoin côte à côte pour voir réellement ben, la similitude entre les graphiques. Et donc maintenant, c'est quoi? NVIDIA était un investissement bien plus intelligent. Pourquoi? Parce que vous pouvez mesurer la compagnie, vous pouvez en faire facilement les fondamentaux, la compagnie rapporte ce qu'elle fait avec l'argent et réellement un investissement beaucoup moins risqué. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous hedger et ainsi de suite et tout ce que vous voulez. Et ça a pratiquement doublé. Et avec la baisse qu'on a vue dans le Bitcoin, bah, ça n'a pas réellement affecté Nvidia. Pourquoi? Parce que Nvidia est, comment dirais-je, est diversifié dans son business. Avec il n'y a pas que l'aspect minier, cette exposition au Bitcoin qui lui fait gagner de l'argent. C'est principalement le gaming et tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau de l'intelligence artificielle aussi. Ils sont aussi dedans, le machine learning et tout ce qui est les chips pour les véhicules autonomes, ainsi de suite. Donc voilà, donc là, c'est une question que l'on pose aux investisseurs. Donc réellement pour inspirer les investisseurs et élargir un peu votre sphère, votre vision. Donc voir un peu plus loin, ne pas être uniquement cryptocentrique parce qu'il y a, rappelez-vous, toujours et il y aura toujours beaucoup de risques dû à la volatilité. Donc voilà, ça c'est ça. Maintenant, continuons. Et maintenant, avec tout ce que l'on a vu, rappelez-vous que cette baisse du Bitcoin, rappelez-vous le Bitcoin dans certains exchanges, donc si on fait une moyenne, on avait atteint les 20 000. Vous voyez maintenant, on est en train de tomber ici en dessous des 9 000. Donc maintenant, la chose que l'on voit, c'est quoi? C'est que l'utilité du Bitcoin, comme on le dit ici, Bitcoin usage falls to its lowest in month. Donc, vous voyez que l'utilité du Bitcoin est en train de tomber de moins en moins. Donc, de moins en moins de personnes sont en train d'utiliser le Bitcoin réellement pour son côté utilitaire. Rappelez-vous, j'en parle souvent que là, ça fait partie des fondamentaux, qu'on doit avoir des métriques fondamentales créatives ici, hein, créatives mais concrètes et factuelles qui réellement ont un impact réel sur le prix, donc qui vont nous permettre de déterminer certaines choses clés pour nous au moment d'investir ou de prendre du risque. Par rapport à donc avoir de l'exposition sur le Bitcoin. Mais maintenant, quelque chose qui a, c'est quoi? Ben, avant, on pouvait dire oui, il y avait une super hausse, une super montée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cas d'utilité concret. Donc, beaucoup de création de wallets, beaucoup de personnes qui en parlaient. On voyait les Google Trends, hein, donc on voyait que les recherches de Google étaient super hautes. Donc, à un moment donné, dans les analyses aussi que l'on pouvait effectuer, c'était regarder ben, le nombre de fois que Google était recherché et on pouvait voir aussi une tendance, une ressemblance, un parallèle avec la tendance haussière du Bitcoin. Mais maintenant, ben, le Bitcoin est de moins en moins utilisé. Le prix est en train de tomber. Il y a d'autres cryptos qui sont en train d'émerger qui font exactement la même chose. Rappelez-vous, il y a aussi le combat hein, interne entre Bitcoin, Bitcoin Cash, sans parler des autres cryptos, Litecoin,
Dash, Zcoin et pardon, Zcash et Monero. Donc là, voilà. Et puis encore Ripple, qui lui est centralisé. Je rappelle bien, Ripple est centralisé alors que Bitcoin est décentralisé, mais Ripple fait concrètement ce que le Bitcoin devrait faire. Ok. Donc voilà. Donc là, c'est le débat ici. Le Bitcoin, son utilité est en train de tomber. Maintenant, quand on reste là-dedans, j'ai énoncé rapidement la guerre entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash, principalement originée par Roger Ver, qui je rappelle appelé alias Bitcoin Jesus, qui est le premier investisseur dans le Bitcoin. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a réellement rebalancé tout ce qu'il avait en Bitcoin Cash, et maintenant c'est le gros avocat du Bitcoin Cash, et il dit que réellement que le Bitcoin Cash est réellement le digne héritier de l'idée originelle de Monsieur Satoshi Nakamoto. Et maintenant, il y a cette guerre dans le Bitcoin. Et là, c'est toujours Monsieur Mike Maloney qui est toujours à Acapulco, à cette conférence. Ah, la conférence est à Acapulco, mais le nom de la conférence c'est Anacapulco. Pourquoi? Parce que ce sont des anarchistes qui sont en train de le faire. Donc voilà, donc là, comprenez bien le jeu de mots qu'ils ont voulu faire. Soit. Et maintenant, là, il est en train de parler rapidement de ce gros problème. Pourquoi? Parce que Roger Ver est a un panel là à Acapulco. Et donc voilà, donc ils vont se rencontrer là-bas. Donc il explique qu'il a dîné avec lui, qu'il a parlé avec lui, ainsi de suite. Et il comprend mieux le point de vue de Roger Ver. Pourquoi? Au niveau du Bitcoin Cash. Donc vous voyez que le Bitcoin Cash, réellement, c'est ça, c'est vraiment fidèle à l'idée principale de quoi? De permettre des transactions décentralisées entre particuliers et particuliers, rapides, sans friction et peu coûteuses, oui, micro et nano transactions. Et le cas du Bitcoin, ce n'est pas ça pour le moment. Donc là, c'est la guerre interne qu'il y a entre ces deux Bitcoins. Et donc voilà ce qui est en train de se passer. Ok. Donc là, vous avez sa vidéo et là aussi, bien après, vous allez voir qu'il y a pas mal de travail que cette personne a fait, donc des travaux très 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 intéressants. Et maintenant, on a parlé du blockchain et pas mal de choses. Et il y a une chose qui est très importante, c'est quoi? C'est le hashgraph. Rappelez-vous que le Bitcoin, enfin, et principalement toutes ces cryptos sont créées sur le blockchain. Donc le blockchain, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est les FCDLT, donc Full Consensus Distributed Ledger Technology. Donc la technologie d'un grand livre, donc d'un livre comptable distribué, mais il y a, donc c'est juste pour avoir quoi? Full consensus, c'est-à-dire que tout le monde est au courant, tout le monde est d'accord, tout le monde peut valider cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le hashgraph qui aussi exactement, enfin qui fait exactement la même chose, mais ce n'est pas spécialement une distribution du grand livre, mais ici c'est au niveau de la connaissance. Donc c'est-à-dire que la connaissance soit réellement répartie, comment dirais-je, avec le consensus social. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est OK sur quelque chose. Par exemple, voilà. Ici, sur le canal YouTube, vous êtes tous d'accord que moi, je m'appelle Serge Kinembe. Vous me connaissez tous, vous voyez là, donc vous voyez mon visage, ma figure. Vous savez exactement ce que je suis en train de faire. Donc voilà, il y a un consensus que tout le monde connaît Serge. Donc voilà, en gros, son idée est basée là-dessus. Donc là, je ne vais pas trop vous embrouiller là-dessus. Il y a pas mal de travaux qui sont faits au niveau du hashgraph. Et donc là, par curiosité, je vous invite réellement à le regarder. Pourquoi? Parce que c'est un débat de demain. Le hashgraph est aussi efficace et aussi puissant que le blockchain. Donc, est-ce que le gros débat ici, c'est quoi? Là, c'est la personne qui est derrière le hashgraph. Est-ce que le hashgraph va tuer le blockchain? Rappelez-vous qu'il y a aussi le IOTA avec le DARK, donc le Tangle, qui aussi pourrait être aussi un blockchain killer. Donc voilà, on a ces trois choses qui sont là et qui sont en compétition pour être réellement, on va dire, l'infrastructure du monde de demain, du nouvel ordre mondial réellement, ça va être ça. Ok, donc là, voilà. Maintenant, continuons. Là, on a fini un peu avec tout ce qui était Bitcoin global et ainsi de suite. Maintenant, on va aller un peu plus on va regarder ce qui se passe un peu dans différents pays. Et là, on va commencer ici par Israël. Et qu'est-ce qui se passe ici à Israël? Donc, vous voyez qu'il y a toujours ce problème de régulation et ainsi de suite. Et qui dit régulation dit taxes et impôts à payer sur les gains, les plus-values en Bitcoin. Et maintenant, en Israël, en l'État d'Israël, ils ont décidé que le Bitcoin va être taxé comme quoi? Comme propriété et non comme une devise. Donc rappelez-vous, il y a toujours ce débat qui revient. Vous voyez, comme je vous ai dit que là, on touche à la globale macro et que chaque pays le fait à sa sauce. Dans certains pays, le Bitcoin est une propriété. Dans d'autres pays, c'est une devise. Dans d'autres pays, c'est une commodité. Dans d'autres pays, c'est un actif mobilier. D'autres, un actif non immobilier. Parfois, c'est un actif liquide, non liquide. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de problèmes, énormément de débats. Ce n'est pas centralisé au niveau mondial et ça, c'est un gros problème. Donc là, maintenant, Israël, ils ont tranché. Pour le Bitcoin, c'est une propriété. Donc, les plus-values à payer, imaginez-vous, lorsque vous avez acheté un immeuble et vous le revendez, exactement la même chose. Donc voilà. Maintenant, continuons, on reste toujours là-bas. Et qu'est-ce qui se passe encore?
Maintenant, ouais, rappelez-vous, au stock market de Tel Aviv, il y avait des problèmes avec des compagnies qui étaient relationnées et exposées blockchain. Et le stock market de Tel Aviv, ben, le Tel Aviv et Stock Exchange ne voulaient pas lister ces compagnies, suspendaient le trading pour ces compagnies. Et maintenant, ben, il y a eu pas mal de problèmes. Vous voyez que des compagnies comme des exchanges, et ainsi de suite. Mais maintenant, il y a un problème. Pourquoi? Parce que maintenant, les banques ne veulent pas non plus leur laisser, leur ouvrir des comptes pour qu'ils puissent opérer avec toute compagnie, d'avoir un compte en banque pour pouvoir opérer et ainsi de suite, faire ses paiements, payer ses employés et pas mal de choses. Et maintenant, bah, le problème va. Maintenant, ça c'est passé du stock exchange, donc de la bourse de Tel Aviv, aux banques maintenant qui empêchent à toutes ces compagnies exposées Bitcoin et blockchain bah, de pouvoir opérer. Enfin, pas spécialement blockchain, mais plutôt Bitcoin qui ont à voir réellement avec les cryptos. Parce qu'il y a des compagnies qui sont en train de développer des choses au niveau du blockchain et pour eux ça se passe bien, mais principalement dès qu'il y a le mot Bitcoin, il y a des problèmes. Maintenant, continuons. Là, on a regardé un peu ce qui se passait dans la région MENA, donc Middle East, North Africa, avec Israël. Et là, maintenant, on va aux États-Unis. Et maintenant, on va à NYU, donc une université de New York. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des étudiants qui ont monté un hedge fund, donc un fonds de couverture, un fonds spéculatif, à partir de leur cote étudiant, donc à partir de leur chambre d'étudiants. Et ils sont déjà en train de faire des bonnes choses, des bons profits. Et ouais, comme ils sont là, ils ont plus ou moins quoi, 300 000 dollars. Donc là, bah, c'est en train de monter pas mal. Donc ils gèrent de l'argent d'autres étudiants et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de super super intéressant et c'est intéressant de voir un peu leur point de vue et ce qu'ils ont et ce qu'ils sont en train de regarder. Ouais, ce sont des jeunes, hein, donc des millénials et ainsi de suite. Et lorsqu'ils sont en train de parler, réellement ils ont une vision. Bon, ouais, que l'article n'est pas trop long, mais eux, leur vision, c'est pas une vision de faire du trading tout le temps, donc acheter, revendre. Non, eux, pour eux, c'est quoi? Eh ben, pour eux, c'est d'aller réellement plus loin et de quoi? Ben, d'avoir une holding réellement ben, bien plus longue. Donc voilà exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et vous voyez ici, ils sont en train d'opérer principalement les grosses capitalisations, donc Bitcoin, Ethereum, Litecoin, hein, et Litecoin, ainsi de suite. Et donc voilà. Donc là, c'est ça. Et leur trading, comme vous le voyez ici, c'est du trading algorithmique, donc avec de l'intelligence artificielle. Et là, ça va bien. Et leur petit hedge fund s'appelle Trace Capital. Et comme l'article le dit ici, on leur a déjà proposé de leur acheter. Donc revendre le hedge fund avec le portefeuille qu'ils ont, ainsi de suite, par d'autres entités. Donc voilà. Maintenant, on continue. Et on reste aux États-Unis, on va en Californie. Et qu'est-ce qui se passe en Californie? Ben, en Californie, on commence à voir quoi? Une acceptation du blockchain. Et principalement pourquoi? Comme vous voyez ici, que les smart contracts, donc les contrats intelligents, pourraient devenir légaux. Donc ça va être quelque chose de légal là-bas. Donc pouvoir avoir des signatures faites à partir de smart contracts. Rappelez-vous, c'est quoi? Ben, les identités et les documents. Par exemple, le document de ma propriété, ben, je le mets dans un smart contract avec mon identité et ainsi de suite. Et à partir de là, ben, voilà, tout peut être fait, réglé, sans friction. Sans pour autant, comment dirais-je, une vente peut avoir lieu et peut être effectuée sur le smart contract à partir du moment où les parties sont OK et que tout a été vérifié et validé bah, sur le blockchain via le contrat intelligent. Donc voilà, donc là, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être implémenté dans l'État de Californie aux États-Unis. Donc voilà, donc avec là, c'est en train d'avancer petit à petit. Donc rappelez-vous, blockchain, on peut faire énormément de choses, pas uniquement des cryptos. Les cryptos, on va dire, c'est une utilité. Rappelez-vous, un parallèle Internet, email. Donc voilà, blockchain, Internet et email, ben, crypto. Vous voyez que sur Internet, on ne fait pas que de email. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des applications, des pages Internet, des business qui sont créés. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, on peut faire voilà, online banking. On peut accéder aux services administratifs directement à partir d'Internet. Donc voilà, le blockchain, c'est plus ou moins la même chose pour que vous puissiez le comprendre. Donc voilà. Et donc ça nous renvoie à l'article du début. Est-ce que le blockchain pourrait survivre sans les cryptos? Donc voilà exactement ce qui se passe. Maintenant, on reste aux États-Unis. Ben, je vois que j'ai deux fois le même article, donc je vais en bouger un. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème, je pense que c'était à New York si je me souviens bien, et il y avait une personne qui était en train de miner, donc ouais, qu'il avait cet appareil, le Antminer S5, et ça faisait des problèmes au niveau de quoi? Ben, au niveau du broadband, donc de la bande passante, de quoi? Ben, de la compagnie T-Mobile, donc vous voyez, du réseau T-Mobile, ben, comment dirais-je, ce dispositif est en train de causer des problèmes au niveau du réseau. Mais quoi? Pourquoi? Parce qu'il opérait sur la même fréquence. Donc, dans l'immeuble où cette personne était, ben, il y avait pas mal de personnes qui n'avaient plus accès, qui avaient des problèmes au niveau de leur réseau, ben, dû aux interférences causées par cette machine à miner des cryptos. Et donc, ben, le propriétaire de la machine ben, risque de fortes amendes et même une peine d'emprisonnement. Pourquoi? Ben, vu on l'a dit gentiment ben, d'arrêter, comment dirais-je, son activité minière. Mais maintenant, c'est pas juste par les voisins, ça est arrivé jusqu'à
la loi et c'est vraiment, comme on dit, de Law Enforcement Bureau, donc vraiment les autorités qui sont venues le trouver pour dire, ben, monsieur, il faudrait faire le nécessaire pour arrêter ben, votre votre activité parce que là c'est directement la compagnie T-Mobile donc une grosse compagnie qui est derrière et donc voilà donc vous voyez qu'imaginez-vous un peu c'est quand je vis cet article je me dis oh bah ouais je pensais pas qu'une simple petite machine pour arriver à faire ça bah, et oui voilà donc là fait curieux quand même. Un fait curieux, mais bon, voilà, ça arrive. Donc là, c'est un peu dans l'effet divers. Maintenant, on reste aux États-Unis et rappelez-vous qu'il y avait le Robinhood. Robinhood, qui est un broker principalement à travers lequel on peut, comment dirais-je, trader des actions, des futurs et ainsi de suite, et des indices et des devises. Maintenant, ben, ils ont ouvert quoi? Ben, ils ont aussi donné une application, bon, à travers leur application et pouvoir permettre à leurs clients de trader les cryptos avec moins de frais, comment dirais-je au niveau des commissions. Et ça, c'est une compétition directe pour le plus gros exchange et wallet aux États-Unis. Donc, c'est Coinbase et Coinbase qui opère aussi JDAX. Donc là, voilà exactement c'est quoi. Grosse concurrence. Et maintenant, ben, ils sont leurs services, donc les services de Robinhood, déjà disponibles dans 5 États aux États-Unis. Et donc, voilà, donc là, l'aventure commence bien pour eux. Donc, on va voir directement ben, ce qui va se passer. Et comme on dit, ben là, ouais, c'est un peu ce que moi je fais. Donc là, ça va vous permettre ici de pas uniquement être exposé crypto. Donc, rappelez-vous, qui dit crypto, un exemple, un Bitcoin et Nvidia, l'ETF du secteur des semi-conducteurs, Hack par exemple, et le Nasdaq pour tout ce qui est compagnie exposée, blockchain, ainsi de suite, donc tout ce qui est tech. Et ben, le tout dans la même plateforme. Ouais, donc là, c'est quelque chose de super, super utile. Donc, vous voyez, même moi, pour le moment, bon, là, ça dépend, les stratégies, les systèmes que vous avez mis en place. Ben, je peux avoir un wallet ici, je peux avoir un compte dans un exchange là, et en même temps, ben, maintenant, ben, voilà, avoir aussi un compte avec un broker CFD ben, qui reprend un peu tout ça et me permettre ben, de faire du trading ici avec ça directement. Donc ça, c'est le gros avantage qu'a Robinhood et que n'ont pas, par exemple, Coinbase, ainsi de suite. Ok. Donc voilà, parce que réellement, ben, Robinhood, c'est pensé réellement ben, pour les petits investisseurs, et avec les investisseurs un peu plus grands, ben, eux ont d'autres services, ont accès à d'autres plateformes et d'autres exchanges, et certains d'entre eux ont accès à vous voyez, les contrats futurs du XBT1, donc du CBOE et du CME, mais là, vous voyez, c'est pas toujours accessible au niveau du prix et des coûts à, on va dire, aux petits investisseurs. Donc là, voilà, donc Robinhood vient là. Donc, vous voyez qu'il y a une demande et il y a un marché pour cela, et donc voilà, donc là, ils sont là pour combler ce vide. Maintenant, on reste dans l'État d'Oregon, donc on va à l'ouest des États-Unis, au-dessus de la Californie, Portland. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, là-bas, il y a beaucoup d'hydroélectricité et beaucoup d'énergie à faible coût, donc de l'électricité à faible coût. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, là, maintenant, ben, ça a attiré beaucoup de quoi? De mineurs Bitcoin. Donc, pour aller dans l'État et avoir des deals avec les autorités là-bas, ben, pourquoi? Pour de l'électricité bon marché, principalement grâce à l'énergie hydroélectrique. Donc, voilà réellement ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, vous voyez que là, c'est très intéressant. Au niveau des États, donc rappelez-vous qu'il y avait un grand pays, un pays donc principalement la Russie et d'autres pays aussi en Scandinavie qui reçoivent, qui sont très sollicités par les mineurs, aussi le Canada aussi, ben, dû à ça, hein, le froid et l'électricité bon marché, et surtout ben, lorsqu'on est près des centrales hydroélectriques, on va, pour pouvoir avoir des bons prix. Donc ça c'est très intéressant pour eux. Maintenant on a fini avec l'Amérique du Nord on va dire, et on va aller dans Las Américas, donc l'Amérique latine, et vous savez bien cette semaine-ci le lancement du Petro, donc là vous avez une vidéo, on parle de ça. Et là maintenant, ben voilà, Nicolas Maduro a déjà lancé le pétro. Et il y a encore d'autres articles en relation avec celui-là. Donc il y a eu un pre-sale, donc une prévente. Il y a eu pour 82,4 millions de jetons pétro qui ont déjà été vendus à la prévente. Et qu'est-ce qu'on a aussi maintenant? Ben, au passage, ils ont annoncé aussi le lancement du Petro Gold. Donc le premier pétro, c'est un pétro baqué par un baril de pétrole. Vous voyez qu'au Venezuela, il y a beaucoup de réserves de pétrole. Donc principalement, c'est pour passer outre toutes les sanctions qu'ils subissent vis-à-vis des États-Unis, ainsi de suite. Et rappelez-vous aussi que le Venezuela, il y a une super, super, super hyper inflation là-bas. Ils sont en défaut de paiement de leurs bons et ainsi de suite. Donc maintenant, bah, c'est très difficile. Moi, j'ai des clients vénézuéliens, j'en connais pas mal. Encore, j'ai un client qui a travaillé dans le gold. Dans une des vidéos, je pense que je vous l'ai déjà montré, Edu, il est déjà apparu avec moi. Donc voilà, lui, il a été là-bas, il a travaillé là-bas et j'ai pas mal de clients. Rappelez-vous, là aussi, je le disais à quelqu'un, la première personne qui m'a parlé des cryptos et qui minait les cryptos, c'était une cliente que j'avais au Venezuela.
qui est venue ici à Madrid, vu qu'elle avait la double nationalité. Elle était venue ici avec ses deux enfants, elle avait un business là-bas, donc elle était dans tout ce qui était investissement, ainsi de suite. Et c'est la première personne qui m'avait parlé des cryptos, c'était cette femme en 2015-2016, je pense. Hein. Elle était déjà en train de miner, elle voulait maintenant revenir et repasser comment dirais-je, son activité ici. Donc, ouais, que là-bas, pour pouvoir survivre, comment dirais-je, tout ce qu'il y a, donc l'hyperinflation, dévaluation mortelle et brutale de leur devise, eh ben, elle me dit que là-bas, déjà, ils étaient en train de miner. Donc, les personnes survivaient grâce à leur physique qu'ils avaient et grâce aux cryptos. Donc là, vous voyez, là-bas, il y a vraiment un cas d'utilité réellement géant et réel. Donc voilà. Donc bah, voilà en gros l'histoire. Donc ouais que c'est un peu triste de devoir rentrer dans ces choses-là. Bon, on va dire bon, bien oui, mais vu la situation, ben, il nous reste au lieu d'avoir des notes de banque, donc des monnaies fiat fortement dévaluées, ben, malgré la volatilité qu'ont les cryptos, mais au moins les cryptos me permettent d'avoir au moins quelque chose et de pouvoir faire des transferts et vivre comme ça. Donc là, moi je connais des personnes qui ont réellement vécu, qui sont réellement du Venezuela, qui m'ont réellement donné, comment dirais-je, un point de vue réel de ce qui est en train de se passer là-bas et comment les cryptos et leur physique les ont aidés. Donc voilà. Donc là, c'est pas juste un truc qui m'est sorti de ma tête ou que je suis en train de lire un article. Non, moi je connais des personnes réellement de là-bas. Bah tiens, dans Insider, on va faire en sorte d'un jour j'aurai Edu et bah, il va parler un peu comment dirais-je, de ce qui se passe là-bas. Donc voilà, on va essayer d'arranger ça. Donc là, vous allez pouvoir avoir, bah, on va dire, je vais même pas dire son témoignage, hein, mais bon, ce qu'il a à dire par rapport à ça et ainsi de suite. Donc là, je vais préparer ça. Bon, continuons. On a fini avec las Américas. Maintenant, on va en Asie. Et bien sûr, rappelez-vous, comme j'ai dit, on commence avec les pays qui font énormément de news là-bas. C'est principalement la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Principalement Corée du Sud et Japon. Pourquoi? Rappelez-vous, tout le volume trading, crypto et ainsi de suite, c'est là-bas que ça se passe. Donc maintenant, bon, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Premièrement, la régulation. Il y a toujours des gros problèmes. Maintenant, ça allait un peu plus loin. On a franchi un autre cap. Il y a un des régulateurs sud-coréens qui a été retrouvé mort à son domicile. Et il y a toujours l'enquête qui est en cours, rappelez-vous. Et il était derrière cela, il y avait à avoir des possibles manifestations, ainsi de suite. Et là, maintenant, on a retrouvé la personne morte chez elle pour des causes méconnues. Et on dit que quoi, comme vous voyez ici, un mort dans son sommeil, arrêt cardiaque dans son sommeil. Donc voilà, donc là, mais la chose étant, c'est qu'on l'a retrouvé mort. Donc là, on va pas spéculer, mais bon voilà, bon, c'est ce que c'est. Donc, bon, donc voilà. Passons, continuons. Voilà, là on en parle aussi dans CNBC et donc là voilà on est en train de parler exactement de ce qui est en train de se passer par rapport à ça. Donc que ça aussi atteint les médias. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup de choses qui se passent là-bas en Corée du Sud et c'est un pays important au niveau du trade crypto et donc voilà là ça atteint les médias, on va dire les médias nord-américains par rapport à cela. Ok. Maintenant, on reste toujours en Corée et toujours quoi? Ben, au niveau des exchanges. Donc, rappelez-vous, il y avait beaucoup euh, comment dire, il y a beaucoup d'exchanges, hein, rappelez-vous, beaucoup de trades, tout le monde est en train de trader là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les commissions, ouais, les commissions de vente des exchanges ont fait 80x, donc ça a monté 85 fois. Donc, ouais, comment dirais-je, ça leur a rapporté énormément en 2017. Hein. Donc, vous voyez exactement ici les chiffres que ça a fait. Ça a rapporté 700 milliards de won, donc plus ou moins 648 millions de dollars. Donc, ça, c'était énorme. Pourquoi? Ben, dû au quoi? Ben, toutes les personnes qui sont en train de trader. Donc, ouais, à chaque fois que vous tradez, ben, la maison fait de l'argent. Rappelez-vous, l'exchange Coinbase a fait 1 milliard de dollars de revenus. Et maintenant, ils n'ont plus besoin d'investisseurs, donc ils n'ont plus besoin d'argent externe pour continuer à faire grandir leur business. Donc rappelez-vous, c'était un gros business. Donc ceci, vous devez le savoir, lorsque vous tradez, ben, la maison gagne, la maison gagne, la maison gagne. Vous pouvez perdre quoi que ce soit, ben, eux, c'est un business carré pour eux. Donc là, vous voyez que le business des exchanges, c'est un super gros business. Ok. Maintenant, continuons, on reste encore en Corée du Sud. Et qu'est-ce que l'on a? Maintenant, il y a ici, ben, rappelez-vous, il y a toujours des problèmes hein, au niveau des législations et de la régulation, qu'on pouvait avoir des comptes, on va dire des comptes virtuels pour opérer les cryptos et ainsi de suite et tout ça. Il y a eu des problèmes au niveau des banques qui n'acceptaient plus de donner des comptes à certains exchanges crypto et aussi à des traders. Et donc là, il y avait ce gros problème de régulation. Et maintenant, ben voilà, et ils ont fini par trouver quelque chose. C'est qu'il y a tous les exchanges qui vont faire, ils se sont unis et en consensus vont décider de faire de s'auto-réguler, on va dire ça comme ça. Et donc eux-mêmes, ben quoi, ben
d'arrêter, comme vous voyez ici, hein, les transactions anonymes. Donc, par exemple, moi, je m'appelle Serge, ben, je peux opérer sous le nom de Saint-Gabriel, par exemple. Et ben voilà, là, ça va être fini. Donc, je dois commencer à opérer avec mon vrai nom. Donc, ça va être tout ça, c'est pourquoi? Ben, c'est pour les problèmes au niveau des KYC, donc le Know Your Customer, et des anti-money laundering, donc anti-blanchiment d'argent, et connaître son client. Donc là, que les personnes doivent être identifiées avec un compte identifié à votre nom et ainsi de suite. Et donc là, pour éviter des problèmes, rappelez-vous, c'est un business juteux, comme on l'a vu dans l'article précédent. Donc, vaut mieux s'autoréguler et continuer à opérer et que tout le monde fasse de l'argent et tout le monde est content. Donc, voilà, en gros, c'est quoi. Maintenant, ici, on continue. Là, c'est toujours la même chose. En anglais, c'est le revenu des crypto exchange. Donc là, c'est un article qui, comment dirais-je, hein, qui confirme l'autre. Donc, vous voyez que les revenus sont montés 88 fois. Vous voyez ici, hein, donc là, une augmentation de 87 fois les revenus qu'ils avaient fait l'année d'avant. Donc en 2016, ils avaient quelques revenus. Et en 2017, 87 fois ce qu'on a fait en 2016. Donc là, c'est énorme. Donc là, vous voyez que c'est exactement le même article. Donc je l'avais deux fois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, excusez-moi, ça c'est l'article qui s'est copié deux fois, donc là ça arrive, hein, j'ai ouvert deux fois le même article. Là maintenant on continue. Et maintenant on a quoi? Ben, le gouvernement sud-coréen, ben, maintenant comme on dit, ben, il va supporter les transactions au niveau des cryptos, mais lorsque tout est fait sur base normale. Donc là c'est aussi en rapport avec l'article qu'on avait avant. Donc vous voyez toujours c'est quoi au niveau de la transparence, donc le KYC, donc le Know Your Customer, et les exchanges et les banques, ainsi de suite, vont commencer à travailler étroitement ensemble afin d'éviter tout ça. Donc ça va être la fin des comptes virtuels. Rappelez-vous aussi qu'il y avait un problème, on l'avait vu dans les articles passés, donc les semaines précédentes, où on commençait à interdire l'ouverture de comptes bancaires pour des non-résidents, donc des non-citoyens sud-coréens, ainsi de suite. Donc là, on va voir un peu comment ça va continuer. Mais maintenant, au niveau de tout ce qui est banque et tout ce qui est exchange, ben là, ils ont trouvé un terrain d'entente. Donc voilà, donc là, le trading va pouvoir reprendre. Donc vous avez bien vu, lorsqu'il y a de l'argent au milieu et que le business se passe bien, ben, ce serait une folie d'arrêter ça. Ok? Donc voilà, donc là les choses s'arrangent, tout le monde s'autorégule et tout le monde est content. On reste en Corée du Sud, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir là-bas. Toujours au niveau de la régulation, et là qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est la même chose. Donc là c'était le même article, enfin l'article qui parle de la même chose mais d'une autre source. Donc vu que j'essaie toujours de voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des sources, donc c'est généralisé, donc c'est exactement la même chose, on peut le passer. Et maintenant, voilà. Ah, ben là, au niveau des cryptos, ici, comme vous voyez, liquid assets. Rappelez-vous, on a vu dans d'autres pays, c'était considéré comme une propriété, tantôt une commodité, tantôt c'est pas une devise, tantôt c'est pas ci, c'est pas ça. Mais maintenant, on leur a donné un nom ici. Enfin, on leur a donné un statut ici en Corée du Sud. C'est quoi? Actif liquide. Point. Vu que pourquoi liquide, bah, vu qu'il y a toujours une contrepartie qui est prête à vouloir la racheter à n'importe quel prix, bah, donc voilà, bah, ça passe rapidement. Donc on dénomine ça, donc ce n'est pas une commodité, ce n'est pas une devise, c'est juste un actif liquide. Donc voilà. Ouais, donc là, ils sont en train de planifier, de catégoriser les cryptos, principalement donc toutes les cryptos et le Bitcoin, vu que c'est la plus connue, comme étant quoi? Un actif liquide, tout simplement. Ça, pourquoi? Ben, lorsqu'on va faire des rapports pour les prélèvements des impôts, déclaration d'impôts, ainsi de suite, et ben voilà, on va classer les cryptos, donc les gains, les plus-values faites dans les cryptos, comme étant ben, gains réalisés avec un actif liquide. Point. Donc ça, c'est au niveau de la régulation. Vous voyez qu'il y a, il y a toujours ces problèmes-là. Maintenant, on laisse la Corée du Sud, donc un pays à gros volume crypto, pour aller au Japon. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe au Japon? Et au Japon, mais il se passe quoi? Il se passe une chose magnifique là-bas, c'est quoi? C'est le marketing. Donc avec là-bas, il y a un marketing extra qui est en train de se faire au niveau des exchanges, au niveau des cryptos, et on est en train d'engager des stars pour faire des spots commerciaux, donc des spots publicitaires qui passent à la télévision avec ben, des figures très très emblématiques et très connues là-bas au Japon, principalement des stars, ainsi de suite. Et donc voilà un peu le genre de publicité que l'on peut voir là-bas au Japon. Donc on est sur des grands billboards, et même des publicités vraiment du type hollywoodien, ainsi de suite, mais maintenant le tout pour des cryptos, et même les exchanges s'y mettent à faire cela. Et donc voilà, donc vous voyez un peu le genre de spot qu'ils sont en train de faire. Et comme on dit, ben, ils sont en train de gaspiller beaucoup d'argent pour tout ce qui est cette campagne marketing publicitaire, et alors que beaucoup de personnes sont mécontentes, hein, parce qu'ils disent au lieu de gaspiller autant d'argent là-dedans, vous devriez plutôt faire des efforts au niveau ben, du hack, comme vous voyez ici, hein, pour éviter les hacks, comme il y a vu au niveau du NEM, au niveau de l'exchange CoinCheck, et améliorer comment dirais-je, vos mesures de sécurité au lieu de mettre de l'argent dans des spots publicitaires futiles comme ça. Mais bon, voilà. Donc là, c'est ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est deux fois le même article, hein. Ouais, c'est le même article. Maintenant, voilà.
On laisse un peu le côté spots, publicitaire, marketing, et ainsi de suite. Et maintenant, on va s'intéresser au côté hack. Rappelez-vous qu'il y avait eu le hack de CoinCheck, enfin à CoinCheck, 530 millions de NEM qui avaient été volés, ainsi de suite. Et maintenant, il y a des hackers, donc ici White Hat, donc, qui est le pseudo d'un hacker très connu, qui a proposé ses services. Pourquoi? Ben, pour pouvoir retracer les comptes, donc les adresses de ces wallets, donc ces portefeuilles qui avaient occasionné qui avait perpétré le vol et maintenant bah, pouvoir avoir un suivi de ces wallets et voir exactement bah, qui c'est, essayer de savoir qui est derrière. Déjà, rappelez-vous qu'il y avait déjà eu comment dirais-je, une compensation. Donc CoinCheck avait déjà commencé à compenser les victimes, ses clients victimes du hack. Et maintenant, ben, en train de travailler avec les autorités, aussi à améliorer les mesures de sécurité. Et maintenant, ben, on a des hackers qui viennent aussi offrir leurs services et permettre de savoir, d'identifier ces hackers, hein, donc de pouvoir les suivre, les inculper et voilà, récupérer les fonds. Je ne sais pas si ça pourrait être fait, mais déjà, ben, c'est déjà quelque chose de bien. Donc, on verra exactement ben, comment ça va avancer. Donc, ça, c'est ce qu'il y a au Japon, c'est ce qui se passe là-bas directement. Maintenant, on va en Malaisie. Et en Malaisie, bah, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, toujours au niveau de tout ce qui est banque centrale, régulation et ainsi de suite, statut que l'on va donner aux cryptos et comment dirais-je, hein, des avertissements. Et ici, bah, comme vous voyez, la banque centrale a dit quoi? Ben, le public lui-même va décider ce que c'est. Donc on va pas interdire aux personnes de trader, d'investir dans les cryptos. On sait qu'il y a des risques, mais là, c'est à la discrétion, comment dirais-je, du public. Donc, eux-mêmes vont décider de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà. Donc, là, ils ne vont rien faire, ils ne vont pas les bannir, ils ne vont pas les reconnaître non plus, mais là, libre à chacun de faire ce qu'il veut avec son argent. Donc, voilà. Là, c'est pour la Malaisie. Maintenant, on va à Taïwan ou en Thaïlande. Donc, c'est en Thaïlande ici. Et rappelez-vous, bah, il y a monsieur, comme vous voyez ici, Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, qui maintenant s'est rendu à l'autorité des marchés financiers thaïlandais. Pourquoi? Bah, pour commencer à travailler là-bas. Donc là, il y a eu des pourparlers avec eux. Pourquoi? Parce que la banque centrale et ceux qui sont en train de, comment dirais-je, la banque centrale là-bas, donc principalement pour le BAF, qui est la monnaie thaïlandaise, va utiliser l'Ethereum blockchain. Et si je ne me trompe pas, ils vont passer par le Omisego. Voilà, voilà, c'est ça ici, tout à fait, c'est ce que ça disait ici. Voilà, ils vont utiliser l'Omisego. Donc Omisego, rappelez-vous, c'est une application décentralisée qui offre des services banquiers et qui a été créée sur le protocole Ethereum. Donc, vous voyez que Vitalik Buterin est un des conseillers et fait partie aussi de l'équipe des conseillers. Et bon, il est très impliqué dans le projet Omisego. Pourquoi? Parce que Ethereum, principalement, c'est ça. C'est une plateforme qui sert à créer des applications sur le blockchain. Rappelez-vous, Internet. Sur Internet, on peut créer des Hotmail, Gmail, tout ce que vous voulez, mais on peut donner énormément de services sur Internet. Donc vraiment créer des applications sur Internet, donc ouais, des business online et tout ce que vous voulez. Ben maintenant, faites le même parallèle avec le blockchain. Ethereum est une blockchain qui permet des dApps, Decentralized Applications. Et dans ce cas-ci, c'est quoi? Omisego est un dApps qui a été créé sur l'Ethereum blockchain. Et maintenant, il y a une utilité, un cas concret. Et quoi? La banque centrale thaïlandaise pour sa monnaie, le BAF, et il veut faire, comment dirais-je, ben, le placer sur le blockchain. Pourquoi? Ben, pour tout ce qui est, comme vous voyez ici, un stock exchange et des applications bancaires. Le stock exchange, je crois, c'est la bourse. Donc, voir exactement ben, comment est-ce que cela va pouvoir les aider. Donc là, ils ont fait appel à Ethereum et via Omisego. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de bien. Et donc là, on aimerait voir ce genre de choses-là. C'est ça qui va réellement donner de la valeur. Au plus, il va y avoir des entités de ce genre, de ce calibre, qui vont utiliser ces dApps, qui vont utiliser ces blockchains et qui vont utiliser ces cryptos, ou principalement les blockchains qui vont vraiment avoir besoin de l'utilité et des fonctions clés hein, de tous ces projets start-up au final qui ont promis qu'ils vont faire ça et ça pour l'économie réelle. Eh ben voilà, là c'est ce qu'on veut voir et maintenant il faut voir si leurs applications, si leur infrastructure va être à la hauteur. Parce qu'ici, lorsqu'on parle d'une banque centrale, on n'est pas en train de parler de petites transactions. On est en train de parler de beaucoup de transactions. Rappelez-vous un peu comme Visa et Mastercard, le nombre de transactions que ça fait par seconde. Toutes les personnes, vous voyez que, imaginez-vous, je vais donner un exemple. Si je vais au Carrefour et que j'ai envie de payer mes courses, et je ne dois pas attendre que ce soit validé, donc qui est les mining pools et les mineurs qui doivent valider ma transaction 2 jours après. Et ni dans 5 minutes. Il y a des personnes qui font la file. Imaginez-vous rester 48 heures au Carrefour pour que votre paiement soit validé. C'est pas possible. Ça doit être fait dans l'instant. Quand je vais avec Visa, Mastercard, ils font plus de 16 000 transactions à la seconde, un truc pareil, et même encore plus. Donc vous voyez que ça doit être aussi rapide que ça. Alors, imaginez-vous le nombre de transactions, le nombre de personnes qui payent par carte, débit, crédit, Visa, Mastercard, American Express, tout ce que vous voulez au quotidien. Donc vous voyez que ces cryptos et ces projets blockchain sont très loin de cela. Parce qu'après, le nombre de transactions par seconde qui doit être validé à avoir est en relation avec la taille des blocs.
Donc vous voyez qu'il y a un gros problème au niveau de la taille des blocs qui doivent être agrandis ou pas, mais si la taille des blocs est agrandie, ça va prendre trop d'énergie et taille des blocs, on mettre énormément de transactions dessus, donc ça va être lent pour les créer, donc ça va être lent pour, comment dirais-je, pour valider les transactions, donc c'est tout un problème. Vous voyez qu'un cas utilitaire au quotidien, nada. Ok? Donc c'est ça. Donc là maintenant, bon, on va voir ce qu'il va faire, mais c'est ce genre de choses que l'on veut voir et que ce soit concret, et que ça fonctionne et que ce soit mis en application. Vous voyez, un peu comme ce que fait Ripple avec toutes les banques centrales et ainsi de suite. Ils ont réussi à réduire des paiements SWIFT qui étaient faits en quoi, 4 5 6 jours. Et eux, ils ont réussi à le faire déjà même en moins d'une journée. C'est déjà excellent, en 5 heures. Donc ça, c'est rapide. Donc imaginez-vous le temps et l'argent qui a été gagné là-dedans. Donc voilà, c'est ça que l'on veut voir. Ok, donc là, ben, c'est un bon pas, c'est bien. On reste en Asie, mais on va en Asie de l'Ouest. Donc on retourne pratiquement au Moyen-Orient et maintenant on va en Iran. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en Iran, qu'est-ce qui se passe? Ils ont rejeté tout ce qui est Bitcoin. Et on ne reconnaît pas le Bitcoin comme étant une devise légale ni quoi que ce soit. Mais par contre, quoi, ils sont en train de travailler sur leur propre projet de leur propre crypto, donc une crypto nationale. Donc en gros, c'est ça. Donc vous voyez, il y a deux articles qui parlent de ceci. Donc vous voyez ici, on dit que backpedal, c'est-à-dire qu'ils rejettent le Bitcoin, mais ils font leur propre crypto. Donc là, voilà exactement ce qui se passe en Iran. Et là, c'est des news qui viennent directement de Téhéran. Donc là, on va continuer à suivre. Donc là, c'était les ministres qui étaient en train de parler de cela. Donc là, on a fini, on va dire, avec l'Asie. Et maintenant, on va dans la région océanique. Donc on va en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce qui se passe en Australie? En Australie, il y a le premier cursus universitaire, le premier cursus blockchain qui vient d'ouvrir ses portes. Donc là, il y a une grosse université en Australie qui vient de lancer cela avec Blue, que le blockchain est vraiment, va révolutionner le monde. Hein. On est dans cette phase de quatrième révolution industrielle. Et à la clé, c'est la technologie, c'est les données, c'est l'intelligence artificielle, le machine learning, les véhicules autonomes. Et bien sûr, tout ça est accompagné du blockchain. Et donc voilà, donc là, il y a des cursus universitaires. Blockchain, ça va être les emplois de demain. Donc là, encore la même news qui vient se rallier à celle qu'on a vue. Et rappelez-vous pourquoi je dis cela. Il y avait un panel qui avait été fait à Davos que j'avais suivi, un panel d'une heure, et il parlait un peu des métiers de demain. Vu que maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du travail. Le travail, le job ne va plus être facilement accessible. Vous savez que tout est automatisé. Tout est fait par intelligence artificielle. Même un avocat maintenant, il y a des avocats et des notaires qui sont déjà faits par de l'intelligence artificielle. Donc la personne physique, donc l'humain, n'aura vraiment plus de chance. Vous voyez qu'avec des compagnies comme Tesla qui sont en train de faire des camions pourvoyeurs, vous voyez les camions convois, là, les convoys, euh, les semi-remorques, ainsi de suite, complètement automatisés. Amazon qui a, je pense, quoi, 80% de ses effectifs, si je dis pas de bêtises, déjà qui sont automatisés dans ses usines de rangement et ainsi de suite. Et vous avez vu, ils ont lancé Amazon Go, un magasin dans lequel, bon, il n'y avait que des êtres humains qui font des sandwichs, comment dirais-je, dans le fond du magasin pour vendre des produits et ainsi de suite. Mais tout le reste était déjà fait via intelligence artificielle et ainsi de suite, donc même pas besoin qu'il y ait quelqu'un à la caisse ou quoi que ce soit. Et même dans les hôpitaux, on commence à voir des robots médecins et ainsi de suite, même pour de la chirurgie, même des robots qui font des cocktails, des robots qui cuisinent et ainsi de suite. Donc là maintenant, ouais, ça va de plus en plus loin. Et donc maintenant, d'après le panel, enfin même pas, la discussion réellement était très sérieuse hein, au panel qu'il y avait par rapport au monde de demain, le développement économique, est-ce que ça reste la fin du travail humain? On disait que non, ça va pas être la fin du travail humain parce que tous ces robots, il faut des personnes pour le faire. Il faut quand même des personnes pour superviser, pour faire les codes et ainsi de suite et tout ça. Donc C++, tout ce que vous voulez, Python et ainsi de suite. Mais il faut quand même des êtres humains qui sont là. Donc ils sont en train de dire que maintenant, le temps de se réévaluer, de se réorienter et même les travaux de demain, donc pour la jeunesse de demain, ce serait plutôt de s'orienter vers tout ce qui est travaux de ce type-là. Donc il y aura à voir avec le blockchain, donc tout ce qui est intelligence artificielle, des scientifiques informatiques et tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que là, ça va être les métiers de demain, ça va être le monde de demain. Ok, donc là, voilà. Ok. Donc là, on finit un peu avec ce thème éducation. Donc si vous suivez, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes qui suivent le canal. Ben voilà, pensez bien le métier que vous allez faire demain parce que vous avez hérité d'un monde qui est complètement différent. Le monde va en évoluant et on doit évoluer avec. Donc c'est ça, ceux qui ne réussissent pas à évoluer avec, ils sont out. Et regardez bien déjà ce qu'Internet a fait. Tous ceux qui avaient des business mortiers, hein, donc pignon sur rue, ainsi de suite. J'en parlais hier en plus avec un client par rapport à ça. Bon, on voit avec la révolution qu'a généré Internet. Maintenant, tu as ton business online. Tout le monde shop online. Tout le monde a un dispositif qui est là. Regardez, même avant le trading et ainsi de suite, c'était disponible que via la bourse. Il fallait prendre le téléphone, appeler son broker. Oui, quand je parle avec
je sais pas, mes mentors qui ont travaillé à Wall Street et ainsi de suite et qui sont en train de m'expliquer un peu comment c'était, ils me disent ouais, toi tu trades avec ta tablette ou avec ton ordinateur. Ils disent nous c'était pas comme ça, hein. Nous il faut aller prendre le téléphone, appeler le broker, commencer à faire des prix, se lever pendant la nuit, appeler au Japon pendant que j'étais à New York, ainsi de suite. Et il fallait passer les ordres écrits à la main. Il y avait un back office avec des secrétaires qui devaient tout taper, ainsi de suite et tout ça. Les ordres validés, donc c'était pas les mêmes mondes. Et même au niveau de l'information, on n'avait pas l'information aussi rapide que ça, ainsi de suite. Donc c'était vraiment c'était un tout autre monde. Mais regardez-nous aujourd'hui comment on peut le faire facilement. On a des Bitstamp, on a des Kraken, des Bitfinex, tout ce que vous voulez. Donc même ça a changé. Même au niveau de la bourse, tout ça, ça a changé. Avant, il n'y avait pas les graphiques, donc vous devez attendre l'apparition du journal, dans lequel le journal parlait des cotisations et, comment dirais-je, mettais un petit graphique là où il fallait directement être près du stock exchange pour pouvoir voir ce qu'il y avait, donc entendre le bruit qu'il y avait dans la salle et pour pouvoir être là tout près ou avoir des équipes d'agents qui étaient là pour pouvoir avoir les news de manière instantanée. Donc rappelez-vous le fameux coup de Nathan de Rothschild lors de la bataille de Waterloo entre Napoléon et le roi d'Angleterre à cette époque-là. C'était ça, donc il avait un système de messagerie qui lui avait permis d'avoir les news avant tout le monde et de pouvoir dominer le stock exchange anglais. Donc là, ben, je vous invite à regarder un peu plus l'histoire, donc vous allez voir un peu l'évolution de l'information. Alors maintenant, regardez, on est à l'ère de l'information, comment est-ce que tout est en train d'évoluer et maintenant, ben, ça va aussi déterminer les métiers de demain. Donc là, ben, il faut anticiper les tendances. Vous voyez, comme nous aussi dans le trade, on anticipe les prochains mouvements. Ben, ici aussi, il faut anticiper les nouvelles tendances au niveau. On sait que le monde va dans telle direction, comme vous l'avez vu ici au début, tout ce qui est blockchain, ainsi de suite. Donc il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui et pouvoir anticiper ça. Le tout, c'est pas d'être super milliardaire, super millionnaire, non, mais vous permettre d'être à flot et de continuer à vivre demain. Donc maintenir en gros votre style de vie pour vous, pour votre famille, ainsi de suite. Donc le but du jeu, c'est ça. De pas devoir trop se serrer la ceinture, mais d'être bien, de rester à flot. Vous voyez que pendant qu'il va y avoir ce changement de paradigme, ben, que vous puissiez rester à flot, que ce ne soit pas trop brutal pour vous. Oui, parce que des personnes, lorsqu'il y a des changements de paradigme, et ainsi de suite, donc des recettes, donc des mises à jour, hein, comme lorsque l'on voit durant les crises, eh ben, ça se passe très mal. Pour certaines personnes, ça se passe très mal. On l'a tous vécu ici en 2008, donc plus récemment ce qu'on a eu, les mesures d'austérité et ainsi de suite, eh ben, c'est ça. Ouais, donc là, donc voilà. Ok, donc là, on reste en Australie. Alors, je ferme la petite parenthèse, on retourne en Australie et qu'est-ce qui se passe? Ben, rappelez-vous, c'est bien les cryptos, c'est bien le blockchain, c'est bien tout ça avance, mais vous voyez qu'il y a un thème qui reste toujours là, c'est le hack. Et c'est quoi? Les scams, donc les schémas de Ponzi, les fraudes, les hacks, les vols, ainsi de suite. Et maintenant quoi? Des plaintes en 2017, donc là on a les rapports de 2017 en Australie et les plaintes ont atteint les 1289 plaintes. Donc des fraudes, des vols et tout ce que vous voulez. Donc là, comme on le dit toujours, le gros problème c'est quoi? C'est au niveau de l'éducation financière. Vous voyez que maintenant tout le monde a ce côté, oui je cherche la chose qui va me donner des retours impossibles et incroyables. Et comme vous voyez, je vous le dis tous les jours, évitez de croire toutes ces choses avec des retours possibles incroyables. Imaginez-vous ceux qui vous auraient promis des retours impossibles, incroyables au mois de décembre, au mois de janvier, lorsque le Bitcoin était dans des hauts. Mais regardez maintenant, il est où? Où sont ces retours-là? Donc, vous voyez, c'est ça. La clé, c'est vous qui devez vous éduquer, savoir ce que vous êtes en train de faire, mettre un système sur place, regarder les choses réelles, où vous en êtes vous financièrement aujourd'hui dans la vie, aujourd'hui, comment vous êtes là aujourd'hui, avoir un capital risque que vous êtes prêt à perdre et à le mettre au travail. Je dis bien prêt à perdre. Le problème, c'est ça. Là, je fais une autre parenthèse. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils se lancent dans des aventures trading, donc crypto ou peu importe quoi, que ce soit bourse, tout ce que vous voulez, ils ont toujours la vision de combien est-ce que je vais gagner. Et le professionnel, ce que moi j'ai appris en étant avec des professionnels, bon, en étant en broker et tout ce que vous voulez, dans tout ce que j'ai fait, j'ai vu que la manière de penser est différente. Il y a le mot le plus répandu, le plus employé dans tout ce que j'ai vu, dans tous les professionnels que j'ai côtoyés, avec qui moi j'ai été, c'est le mot risque. Je peux vous dire que le mot risque, je l'entends au moins 1000 ou 2000 fois par jour. Parce qu'il n'y a que ça. Dès qu'on a un investissement ou qu'il y a un capital, qu'on va dire, tiens, on va mettre X% de capital là-dessus, premier mot qui sort, où est le risque? De combien le risque? Combien le risque? Combien le risque? On dort avec le risque, on se lève avec le risque, on se douche avec le risque, on mange avec le risque, on dîne avec le risque et on s'endort avec le risque. Donc le risque a même va remplacer votre femme, si vous en avez une. Ok? Donc c'est ça le truc. Ça va remplacer. Donc le risque, c'est votre ombre. Donc là, c'est ça. Où est le risque? Donc si j'ai 5 000, 10 000 ou 15 000, où est le risque pour ces 5 000, 10 000 et 15 000? Notre but à nous, c'est de gérer le risque. Donc gérer le downside, voir le risque, il est où. Et si on a le risque sous contrôle et qu'on est du bon côté et qu'on est venu, et qu'on est rentré au moment où les risques étaient super bas, eh ben là maintenant on a un potentiel haussier. Comme maintenant, le Bitcoin, si vous êtes rentré à 20 000, vous aviez un risque. De quel était le risque? Eh ben, qui tombe à zéro. Mais là, il a perdu plus de 50% de sa valeur. Si on le prend à 20 000, maintenant il est en dessous des 50% de sa valeur, il est à 9 000. Donc là, déjà, vous avez déjà perdu plus de 50% de ce que vous aviez. Si vous avez mis 20 000, vous n'avez plus que 10 000.
Donc maintenant, dans combien de temps est-ce qu'il va remonter à 20 000? Et est-ce qu'il va remonter à 20 000? Il peut disparaître et demain, ça peut être le Bitcoin Cash qui est là. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc là, la chose est c'est quoi? Bah, il fallait diversifier dès le début, avoir un bon système, une bonne stratégie et évaluer une stratégie d'intervention, donc pouvoir rentrer dedans, mais avec le risque sous contrôle. Et pourquoi quoi? Et là, ne pas juste croire une publicité ou un site internet que vous avez super bien, ou une personne qui est venue super bien, nickel, présentable, avec des papiers, tout ce que vous voulez. Ouais. Même les fraudeurs, même les voleurs s'équipent. Ouais, un voleur, il fait même il fait son travail, il va chercher la dernière technologie pour venir voler. Donc, même les hackers, ils vont prendre les derniers ordinateurs avec les dernières cartes graphiques, tout ce qu'il y a le plus rapide pour venir créer des fraudes. Donc, même le voleur, il investit. Donc, il va avoir une bonne apparence. Donc, vous voyez, tout ce qui est beau avec des promesses de retour magnifiques, ben, la chose, ça fait quoi? Ben, ça fait ce que l'on voit ici, 1289 plaintes. Donc là, c'est basé sur quoi? Pour fermer la parenthèse ici, l'éducation financière et savoir dans quoi est-ce qu'on est en train de se mettre. Et au lieu d'avoir, d'espérer des retours extravagants, contentez-vous de ce qu'il y a, mais gérez le risque. Contentez-vous des petits retours. Et là, ben, si les retours excèdent ce au quoi vous attendiez, eh ben, là, c'est tout bénef, c'est tant mieux, mais au moins avancer de manière réaliste et ça va vous éviter des problèmes comme ça. Donc ça touche nous tous, moi personnellement et tous ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo ici. Donc là, il y a un travail très sérieux à faire derrière. Ok? Donc là, on ferme cette parenthèse et on continue. On laisse l'Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et maintenant on va finir avec l'Europe au niveau des continents et on va en Russie. Et qu'est-ce qu'on a en Russie ici? Vous voyez, la news principalement, c'est le mining. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a deux régions russes qui sont en train de développer des fermes minières à grande échelle. Donc, ils sont vraiment en train de solliciter toute personne qui veut se mettre dans l'activité minière de venir là. Et ce sont les régions qu'on voit ici de Kaliningrad et de Leningrad. Et ils ont vraiment envie de devenir les hubs centraux, le hub central au niveau du Bitcoin, vraiment produire ça à grande échelle. Donc, il y a un grand appel aux investisseurs, grand appel à tous ceux qui sont intéressés, ainsi de suite. Et ben voilà, là, c'est la région où il faut aller. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis en place au niveau de quoi? Ben, des législations du gouvernement et beaucoup d'avantages pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce type d'activité. Donc voilà, donc ça c'est pour la Russie. Numéro 2. On reste encore là-bas en Russie et donc là ils ont aussi comment dirais-je au niveau du financement, donc toujours en parlant de cela, voilà, là c'est au niveau des ICOs. Donc maintenant voilà, il y a un système, voilà, ils ont mis sur, je me souviens de cet article maintenant, voilà, je l'ai en tête parce qu'il fallait le temps que je me remette ce que j'avais lu là-dessus. Vous voyez que les ICOs, il y a toujours un grand problème au niveau que quoi? Un ICO, c'est une startup qui vous fait une promesse, rappelez-vous, des retours impossibles, on va faire ceci, là, qui dans 2 ans va nous envoyer dans l'espace et après boum, ils prennent l'argent et ils disparaissent, au fait il n'y avait rien. Donc là, c'est un gros problème. Donc maintenant, en Russie, ils ont mis sur place un système qui va permettre de garantir cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Que au début, lorsqu'il y avait la ICO, donc fait via du Bitcoin ou Ethereum, quoi que ce soit, on envoyait directement les fonds à la startup. La startup prenait les fonds et après, elle allait faire ce que bon lui semble. Maintenant, le système qu'ils ont mis en place, ce n'est pas ça. Il y aura quoi? Ben, ça va être centralisé, donc il y aura un arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les fonds vont d'abord être envoyés à cet arbitre et vont être répartis petit à petit. Pourquoi? Déjà, numéro un, pour garantir la sécurité des investisseurs. Savoir qu'il y a une tierce partie qui est là pour, on va dire, auditer, hein, on va dire ça comme ça, qui est là pour auditer réellement les développements de la startup. Et au fur et à mesure que la startup est en train d'avancer, eh ben, on libère de plus en plus, on libère un peu de fonds. Donc, elle peut lever, on va dire, 100 millions dans son ICO, donc les tokens, les jetons sont vendus, mais elle ne va pas recevoir les 100 millions d'entrées. On va évaluer ce qu'elle est en train de faire. On dit voilà, là tu es dans cette phase A. Dans la phase A, tu n'as pas besoin de 100 millions. Tu as besoin de 1 million. Bah tiens, 1 million, fais la phase A. La phase A est complétée, ben voilà. Pour être à la phase B, tu as besoin de 10 millions. Bah tiens, voilà, 10 millions. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi? Ben, ils n'ont pas les 100 millions d'entrées et les prendre et disparaître aux Bermudes ou aux Caraïbes. Mais si maintenant il y a un problème qui se passe et que à la phase A ou à la phase B, ils n'arrivent pas plus loin, eh ben, ça s'arrête là et le reste des sous est remis. Donc vous voyez que c'était quoi? 1 million, 11 millions. Donc il y a 11 millions des 100 millions. Donc les 89 millions restants, ils retournent aux investisseurs. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc ça, c'est le système qu'ils ont mis en place. Donc vraiment, c'est un système d'audit et de garantie. Pourquoi? Principalement pour protéger l'investisseur. Donc en gros, voilà ce qu'ils ont trouvé à faire là-bas. Donc là, c'est ce que vous allez retrouver ici dans cet article. Donc ouais, un mécanisme vraiment, c'est très intéressant est mis en place et voilà, et ça c'est mieux parce que vous avez vu qu'il y a eu énormément de problèmes. Rappelez-vous, on a vu en Australie 1289 plaintes. Il y avait un problème à Vienne qu'on avait couvert la semaine passée et donc ça continue et ça va pas arrêter. Plus aux États-Unis et plus tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est une véritable folie et c'est ça. Donc qu'il y a des personnes qui cherchent où mettre leur argent à travailler et ils n'ont peut-être pas le temps ou l'envie de s'éduquer, de le faire eux-mêmes.
mais c'est possible. Mais voilà ce qui arrive lorsqu'on fait confiance à tout et n'importe qui, parce que la chose est bien présentée, comme vous voyez ici, une superbe page web, ainsi de suite, des gens bien présentables qui parlent bien, ainsi de suite, mais comme je vous le dis et je le répète, même les fraudeurs s'équipent, même le fraudeur, même le voleur, il investit, surtout eux. Ils investissent en technologie, en tout, pour pouvoir toujours être à la pointe. Donc après vous, là, il y a toujours des parallèles avec le hack, hein. Au plus la technologie augmente, au plus ben, les voleurs aussi sont en train d'investir. Donc voilà. Maintenant, on reste en Russie et on va en Russie rurale. Et rappelez-vous que les cryptos, tout ce qui était blockchain aussi, était là pour permettre aussi des nano-paiements et des nano-transactions. Et principalement, pourquoi des micro-prêts et des nano-prêts entre quoi de particulier à particulier. Réellement, bah, la chose était réellement aussi créée pour ça. Donc ça, c'était ça qu'il y avait. Et maintenant, bah, on va en Russie rurale. Et là, maintenant, bah, il y a... ils sont en train de préparer, ouais, en plus des ICOs, en plus de l'activité minière, mais aussi commencer ce qu'on appelle les crypto loans, donc les crypto prêts. Donc vous voyez, ces nano prêts, ces micro prêts effectués en crypto, bah là ils sont aussi en train de le préparer. Et là c'est encore, vous voyez qu'en Russie il y a beaucoup d'initiatives, hein, à ce niveau-là. Et donc là ce serait quoi? Ben, vous voyez, ce sont des prêts non bancaires. Donc vous voyez que vous pouvez demander un prêt, pas uniquement à une banque. Il y a pas mal de petits organismes, hein, qui commencent à faire des micro prêts de 100 euros, 200, 300, 1000 et ainsi de suite. Et là, maintenant, bah, voilà, ça va être, pouvoir être permis et être possible à travers des cryptos. Donc là, voilà, donc là, ils sont en train de mettre des projets de loi et pas mal de choses en place. Donc c'est super, super intéressant. Et surtout pour moi dans les régions rurales, parce qu'il y a des personnes, rappelez-vous, le projet, en gros, le projet Omisego, c'est un peu ça, hein. Donc ramener des services bancaires à ceux qui ne sont pas, donc qui n'ont pas accès à un compte bancaire. Comment vous faites? Si j'ai envie de demander un prêt, mais je n'ai pas de compte bancaire, je n'ai pas d'historique bancaire, ni quoi que ce soit, eh ben, avec des micro-prêts, enfin avec des cryptos, ça va être possible. J'ai un smartphone, tout le monde en a un aujourd'hui, et ben voilà, voilà, je vais pouvoir avoir accès à un micro-prêt. Imaginez-vous, je suis dans une zone rurale, donc des zones très très retirées, très reculées, et, euh, et donc voilà, donc ça c'est très très intéressant. Donc ce projet est en train de se mettre en place, mais en Russie, ils avancent très 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 rapidement et très fortement. Alors voilà, maintenant on va en Pologne. Et en Pologne, il y avait un cas de news, j'en avais parlé brièvement durant la semaine. Et j'en avais parlé aussi avec quelques clients durant la semaine, on va dire hors YouTube. Mais maintenant, j'en parle avec vous. Parce que moi-même, j'avais reçu cela. Mais pour un autre cas, vous allez comprendre c'est quoi. En Pologne, maintenant, il y a eu quelque chose. Il y a eu un gros problème au niveau des autorités. Pourquoi? Parce que l'autorité des marchés financiers en Pologne a été attrapée la main dans le sac en finançant des YouTubers. Financer des YouTubers. Pourquoi? Pour parler mal des cryptos. Donc il y a eu les autorités des marchés financiers polonaises et en même temps aussi YouTube qui était dedans, donc passant par YouTube Irlande et ainsi de suite. Et bon voilà, on les a tapés la main dans le sac. Pourquoi? Parce que tout YouTuber qui a reçu de l'argent pour parler en bien ou en mal de quelque chose doit le divulguer. Là, c'est une des politiques qu'a YouTube. Donc, donc vous voulez dire que ça s'appelle quoi? S'il y a un placement de produit dans votre vidéo, donc si vous voyez moi dans la vidéo et que j'ai une canette de Coca-Cola toujours ici, eh ben voilà, ça doit être mis quelque part que Coca-Cola m'a payé pour faire cette vidéo, pour que je l'ai toujours en premier plan dans la vidéo avec moi et que j'en dise monts et merveilles, et que je suis en train de dire ah, Coca-Cola, c'est la meilleure boisson du monde, c'est magnifique, ainsi de suite. Ben voilà la chose. Mais maintenant, ben là, ça n'a pas été mis en avant, ça a été fait de manière, on va dire, à l'insu des, comment dirais-je, des auditeurs de ce canal-là. Et ils ont employé des figures très emblématiques, youtubeurs et des personnes très suivies sur Facebook. Pourquoi? Bah, pour mener à bout ces campagnes-là. Donc là, c'était un gros, gros problème. Donc voilà, donc là, s'il y a un peu de remue-ménage à ce niveau-là en Pologne, et là maintenant, ben là, comme on voit ici, la Banque centrale polonaise maintenant a admis, donc il y avait l'autorité des marchés financiers polonais et la Banque centrale polonaise qui a admis avoir sponsorisé des campagnes anti-crypto via des youtubeurs et via des youtubeurs super connus. Voilà, donc ici on donne le nom, hein. Campagne vidéo d'un youtubeur, Marcin Dubiel, et qui a dit, voilà, la campagne c'est quoi? J'ai perdu tout mon argent, donc dû à cause de quoi des cryptos. Donc, et ça c'était une fausse vidéo, une fausse campagne. Donc ça arrive aussi. Ouais, donc là, on va prendre des personnes super, super. Voilà, là, vous avez les liens et tout bazar et tout ce qui se passe ici. Donc voilà, donc là, c'était une campagne anti-crypto. Donc voilà. Vous avez vu comme, je me souviens plus, c'était dans quel pays, ouais, c'était en Thaïlande, je pense, hein. Non, pas en Thaïlande, en Malaisie.
où ils ont décidé de laisser le public faire. Le public est responsable de son capital. S'ils veulent prendre le risque, ils le prennent. Donc c'est à eux de décider. Mais là, oui, là, c'est quand même de l'incitation. C'est même pas une mise en garde. Vous pouvez faire une campagne de prévention, de sensibilisation, ok. Mais après, c'est chacun son capital, chacun son problème. Vous voyez, lorsque vous êtes allé à l'auto-école, pour tous ceux qui ont le permis de conduire, on nous a appris les règles du code de la route. Mais après, une fois que moi je suis dans mon véhicule, si moi je fais le con et que je mets ma vie en danger et celle d'autres usagers de la route en danger ou d'un piéton, si je brûle un feu ou quoi que ce soit, c'est moi qui ai fait le con. Donc vous voyez que là maintenant, on peut faire toutes les campagnes de sensibilisation que l'on veut, mais il y a toujours des cons, on va dire des cons où un accident peut arriver, il peut y avoir un problème technique ou quoi que ce soit, mais c'est ça la chose. Mais là, c'est essayer d'influencer, de rentrer dans la tête des gens à faire quelque chose, on va dire, contre leur propre volonté, et ça c'est de la manipulation tout simplement, c'est ça. Donc là il faut faire super attention par rapport à ça, et j'en parle pourquoi. Parce que j'avais reçu, venant des États-Unis, trois propositions pour une compagnie qui est en train de faire des compagnies différentes qui est en train de faire des ICO, et à travers le canal, d'en faire de la publicité, c'est-à-dire que moi, parler à vous pour vous dire, ouais tiens, investissez dans tel ICO, donc voilà, ramener des personnes et des gens, comme vous savez, moi j'ai dit non, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, donc là c'est quelque chose aussi, un gros problème. Donc faites aussi attention, ce qui est en train de se passer aussi sur YouTube. Il y a des YouTubeurs, des personnes qui sont super connues, qui ont un super canal avec des millions de personnes et des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Donc rappelez-vous que ça c'est une réalité. Donc si ça arrive en Pologne, ça peut aussi arriver ici, ou en Espagne, ou en France, ou quoi que ce soit. Donc là il y a des campagnes qui peuvent être pour ou contre les cryptos, mais voilà, c'est ça. Donc ouais, que tout doit être transparent. Mais là, la transparence, ça n'a pas été le cas. Ok, donc voilà. Donc ça c'est pour la Pologne. Maintenant on va en Turquie. Et qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? Voilà, la Turquie aussi a le même problème qu'on avait vu dans un autre pays. C'était quoi? Les cryptos, oui, non, non, Bitcoin, oui, non. Mais maintenant c'est quoi? Eux-mêmes avoir leur crypto nationale. Donc une crypto lire. La lire est la monnaie turque. Et maintenant, voilà, eux ce serait quoi? Venir avec leur propre monnaie. Donc là, c'est ça la chose qu'il y a pour pouvoir l'utiliser, donc avoir leur propre monnaie, leur propre crypto-lire. Donc en gros, voilà, c'est quoi? Avec quelques bénéfices et quelques caractéristiques, réellement avoir un parallèle, donc le reflet, le miroir, donc le reflet parfait de la lire fiat, donc de la note, enfin de la lire fiduciaire, mais maintenant l'avoir en crypto. Ok, donc voilà, ça c'est pour la Turquie. On est en Asie mineure, l'Est de l'Europe. Et maintenant, on termine avec quoi? Maintenant, on va à tout ce qui est banquier et institutions. Et maintenant, on va commencer par quoi? Par Bitfinex. Il y a l'exchange Bitfinex et encore d'autres exchanges qui maintenant acceptent le SegWit. Donc rappelez-vous, il y avait eu cela, le SegWit qui avait eu la bifurcation qui avait eu le SegWit 2X, ainsi de suite. C'était fait, donc ça avait été annoncé, après ça avait été annulé, oui, non. Mais maintenant c'était accepté, surtout au niveau des wallets. Donc là c'est pourquoi? C'est pour pouvoir faire des transferts au niveau des wallets pour les doubles signatures, éviter les replays et ainsi de suite. Et donc là maintenant il y a une intégration complète au niveau de Bitfinex, et Coinbase va suivre aussi avec cela. Donc là pourquoi au niveau voilà, les adresses SegWit. Donc lorsque vous avez votre adresse publique pour envoyer et recevoir, il y a eu pas mal de problèmes par rapport à ça. Et là, donc c'est le but, c'est quoi? Comme ils disent, hein, améliorer les frais de transaction, la rapidité des transactions, et aussi quoi? La capacité du réseau. Donc en gros, c'est ça. Donc là maintenant, il va y avoir une grosse l'intégration va être faite à Bitfinex. Pourquoi? Pour tous ceux qui envoient directement leur Bitcoin par exemple à travers leur wallet, voilà, ça va être supporté maintenant à Bitfinex, et Coinbase aussi va le faire la semaine prochaine, ça devrait arriver. Donc là, ce sont ces news-là qui viennent de ces institutions. Maintenant, on continue. Maintenant, on va parler ici de compagnies qui, comme on dit ici, donc milking, ça veut dire qu'ils sont en train d'extraire le lait, donc en train de traire le lait, donc vraiment en train de faire énormément d'argent dans les cryptos, mais ce ne sont pas pour autant les compagnies que l'on connaît. Donc vous voyez, on connaît des compagnies comme Coinbase et ainsi de suite, mais maintenant il y a des compagnies qui sont privées, qui sont en train de faire énormément d'argent au niveau des cryptos, et là, ici, on en parle. Et une d'entre elles, c'est Circle. Et Circle, beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi Circle. Circle est une compagnie qui offre des services de paiement, mais aussi c'est un exchange, et c'est un exchange qui appartient à Goldman Sachs. Donc rappelez-vous que Goldman Sachs fait du clearing. Donc c'est quoi le clearing? Juste s'assurer que le client, lorsqu'il a acheté ou vendu ou qu'il a de l'exposition, que tout est fait correctement. C'est juste ça. On va dire que moi je suis juste là, je suis un garde du corps. Juste pour m'assurer que tu veux acheter, ok, t'achètes, mais moi je m'assure que tu puisses acheter dans des bonnes conditions. Tu veux vendre, ok, je m'assure juste que tu peux vendre dans des bonnes conditions. Donc ça c'est
le clearing, donc faire en sorte que l'argent est bien parti de ton compte vers le broker et ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, c'est juste ça. Mais maintenant, Circle, cette boîte-là appartient à Goldman Sachs. Donc là, quand je dis appartenir, c'est quoi? C'est que Goldman Sachs est l'un des 4 ou 5 investisseurs principaux. Donc ils ont une grosse partie du gâteau de Circle qui est à eux. Et Circle a fait des chiffres qui dépassent les chiffres de Coinbase. Vous voyez ici, on le dit, hein, Circle a fait plus de 2 milliards de dollars en trade par mois. Rappelez-vous que Coinbase a fait 1 milliard de dollars pour toute l'année 2017, mais eux, en un mois, ils ont fait 2 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros level. Pourquoi? Parce que Circle, principalement, n'accepte que les clients institutionnels, donc les high net worth individuals et les ultra net worth individuals. Donc, tous les clients du type Warren Buffett, donc clients des grosses banques d'investissement comme Goldman Sachs, Morgan Stanley et ainsi de suite. Et le minimum pour ouvrir un compte à Circle, pour un compte de trade. Donc rappelez-vous, en gros, Circle, c'est un PayPal et un exchange. Voilà. Mais leur exchange compte minimum 250 000 dollars. Donc voilà. Et là c'est ce qu'ils sont en train d'offrir. Donc, ça veut dire que là, ce sont des compagnies que l'on ne connaît pas et elles sont OTC, donc c'est over the counter, donc ça ne passe pas par les marchés primaires, donc ça, c'est des marchés secondaires. Et donc là, ouais, les marchés secondaires, en gros, on peut dire que c'est des marchés qui sont non régulés, c'est principalement ce qui se passe entre deux parties. Et donc là, voilà, ils sont en train de tuer, on va dire, au niveau des. Ils sont en train de faire un massacre au niveau des rendements. Et ça dépasse de très loin les rendements qu'il y a dans Coinbase. Et ça, ce sont des compagnies, bon, Coinbase est une compagnie privée, mais ce ne sont pas des compagnies que l'on connaît. Pourquoi? Parce que c'est un autre type, comment dirais-je, ouais, Coinbase est pensé pour les retail, donc pour des particuliers. Donc monsieur, madame, tout le monde, 100 euros de Bitcoin, 50 euros de Bitcoin, ce que vous voulez, mais ici non. Ici, on part directement à 250 000. Vous avez que même Bitfinex maintenant est monté à 10 000. Donc il faut un minimum de 10 000 avec Bitfinex. Donc là, voilà. Donc ça, c'est la news. Maintenant ici, c'est bien que j'aime bien mes amis de Wall Street. Donc là, ici, il y a pas mal de news, enfin pas mal de vidéos au sujet de personnes de Bitcoin, enfin de Bitcoin dans de Wall Street, et donc là il y a pas mal d'analystes ainsi de suite qui sont en train de parler de ce que c'est le Bitcoin, les cryptos et ainsi de suite. Et là pour le Alvin Capital, donc là c'est une asset management. Pour eux, ben, c'est quoi? Ben, le Bitcoin symbolise juste des excès spéculatifs. Donc rappelez-vous, là comme j'en parlais aussi avec pas mal de clients durant cette semaine, il fallait déterminer la valeur du Bitcoin et maintenant le prix auquel il est au marché, et on voit qu'il y a un énorme gap. L'exemple que j'utilise souvent, c'est lorsque vous avez des compagnies comme Adidas et comme Nike, bah, le coût pour fabriquer la chaussure, donc on va dire la chaussure de Messi ou le crampon de Ronaldo, ça coûte combien? Et après, le prix auquel il est vendu au magasin. Et donc là, vous voyez qu'il y a une marge. C'est la marge de bénéfice hongrois, parce qu'après on paye la marque, on paye le marketing et on paye le standing qu'apporte la marque, et on paye aussi la figure emblématique de Ronaldo, de Messi qui va porter la chaussure. Ben c'est ça. Maintenant le Bitcoin aussi c'est ça, donc c'est un excès de spéculation. Spéculation tout simplement c'est quoi? Ben moi j'achète à 10 dans l'espoir de le revendre à 15, et toi tu vas le racheter à 15, tu vas me l'acheter à moins 15 dans l'espoir que toi tu puisses le revendre à quelqu'un à 20, et donc après ça fait quoi? Ben ça fait que boum, il y a un excès de capital qui rentre dedans sur base, comment dire, sans aucune raison, juste sur base de pure spéculation. Donc moi je l'achète à un tel prix et dans l'espoir de le revendre plus haut. Donc là, on ne respecte ni les fondamentaux, ni rien du tout. Donc là, c'est le cas du Bitcoin maintenant. Maintenant, par moment, rappelez-vous, je dis toujours, il peut y avoir des fondamentaux qui vont impulser un peu plus, qui donnent une petite pichenette pour permettre au prix d'aller un peu plus loin, mais réellement, on va dire 90% spéculation 10%, et 10% fondamentaux. Donc c'est juste ça. Et là, fondamentaux du type catalyseur. Ah voilà, il y a eu le segwit de X à Coinbase, ah boum, tout le monde va surveiller. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux plus rapidement transférer les fonds de mon wallet vers Coinbase. Point à la ligne. Oh, il y a eu autant de téléchargements de l'application Coinbase via le Apple Store, où il y a eu un record de tweets au sujet du Bitcoin, ou un record de Google Trends, donc une recherche pour le Bitcoin dans Google. Voilà, ça c'est le type de catalyseurs qui n'ont rien à voir avec des fondamentaux. Ça peut être pris comme métrique fondamentale au niveau de l'adoption et de l'effet réseau, mais fondamental réellement au sujet de l'utilité et du développement et des cas concrets d'utilité du Bitcoin au niveau de ce qu'il est censé faire, donc stock de valeur, rapidité de transaction, faible coût des transactions et ainsi de suite. Non, nada. Ok? Donc voilà, donc ça c'est des débats qui ont lieu à Wall Street tout le temps. Là maintenant on continue. Et là maintenant on parle par rapport à ça, donc là je reviens un peu à ce qu'il y a, on parle du downfall of Bitcoin. Qu'est-ce qu'il y a?
Et il y aurait, comme ici, une potentielle intervention gouvernementale. Donc ça pourrait être nationalisé et régularisé à la fin, donc centralisé. Pourquoi? Le downfall du Bitcoin, c'est quoi? Ben, on voit que Bitcoin principalement n'est pas en train de remplir les fonctions principales d'une monnaie. Si on le veut comme étant une monnaie, comme nous a été vendu, nous a été présenté comme étant l'alternative aux monnaies fiduciaires que l'on utilise aujourd'hui, ben, pour le moment, il ne remplit aucune de ces fonctions-là. Okay, unité de change, stock de valeur et tout ce que vous voulez. Et surtout avec les principales qualité qu'on lui veut, être instantané comme lorsque moi j'envoie un email, ben non, là c'est pas ça. Donc là c'est rapidité des transactions, ainsi de suite, ça n'était pas. Au début, comme moi je me rappelle quand j'utilisais le Bitcoin lorsqu'il était dans les 600-700, mes transactions étaient validées en quoi, minimum 5 minutes. Les transactions étaient là. Et ça c'est vrai. Et c'était à faible coût. Ça je m'en rappelle bien. Lorsque je passais du Bitcoin d'un wallet à un autre. Là, c'était rapide, même lorsque je pouvais utiliser les cartes prépayées qui étaient attachées à l'un des wallets que j'avais. Donc, j'en ai fait une vidéo quelque part. Si vous regardez en archive, il y a ça. C'était vraiment à faible coût, c'était magnifique et pas de problème. Mais tout d'un coup, lorsque le Bitcoin a commencé à monter, l'effet réseau, ainsi de suite, c'était impossible. Même le service carte prépayée a été annulé. Et les transactions, ben, on me disait clairement que les transactions, lorsque je voulais par exemple faire une toute petite transaction ou quoi que ce soit, bah, ce n'était pas possible. C'était que des grosses transactions. Donc, c'est là où j'ai principalement dans les wallets recommencé à rebalancer le tout. Bon, j'ai reçu du Bitcoin Cash, donc rebalancer le tout, ce que j'avais pratiquement mes holdings de Bitcoin, les repasser en Bitcoin Cash et en Ethereum. Donc là, voilà, en gros, c'est ça. Et maintenant, là, bon, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est là l'article suivant. Donc celui-ci est en relation avec ce qu'on a vu, c'est que le Bitcoin donc n'a pas rempli ses fonctions comme étant un remplacement à la monnaie fiat, donc au niveau devise. Non, et là c'est Mark Carney, Monsieur Mark Carney, qui est le gouverneur de la banque centrale anglaise, donc BOE, Bank of England. Donc voilà, là il en parle lors d'une présentation à une université, voilà, London's Regent University. Donc là, il en a parlé aux étudiants, et donc ils ont parlé principalement des fonctions de la monnaie, qu'est-ce que doit être une monnaie, et ainsi de suite. Et donc voilà, et là pour le moment, le Bitcoin n'a rempli aucune de ces conditions-là. Donc là, voilà. Maintenant, on continue, et on va terminer ici, toujours dans le côté institutionnel et Wall Street, et ainsi de suite. Et on parle au niveau de la sécurité. Donc, rappelez-vous, il y a eu beaucoup de hacks. Donc, c'est principalement avec les hacks qu'on a eu dernièrement, de NEM et ainsi de suite et tout ce qu'il y a. Et par rapport à ça, le Bitcoin reste quand même et toujours la crypto la plus sûre, oui, avec laquelle on a le plus de sécurité. Donc, moins de, comment dirais-je, de probabilité de se faire hacker qu'avec d'autres cryptos, comme on a vu le cas ici. OK? Donc, voilà. Et au niveau aussi sécurité, c'est quoi? Sécurité au niveau de qu'elle puisse persister dans le temps. Rappelez-vous qu'avec le Bitcoin vient le blockchain et aussi dans le temps, il y aura toujours il y aura toujours un cas d'utilité pour le Bitcoin et le Bitcoin blockchain. Pourquoi? Rappelez-vous, on peut faire bien plus que l'aspect monétaire, l'aspect argent ici. On peut faire beaucoup de choses avec le blockchain. Donc rappelez-vous que maintenant aussi, il y a des personnes qui ont développé des smart contracts, donc des contrats intelligents, comme on l'a avec l'Ethereum, en train d'essayer de le développer aussi sur le Bitcoin. Je pense que même si c'est déjà fait, mais maintenant, il faut des cas d'utilité. Donc là, c'est ça. Là, on va laisser Wall Street un peu et les ventures capitalistes et on va aller à Coinbase. Et rappelez-vous qu'il y avait Coinbase et Visa qui avaient des problèmes, que Visa et Mastercard avaient interdit aux utilisateurs de ces cartes-là de pouvoir refinancer leurs comptes et leur wallet Coinbase. Qu'il y avait aussi des banques centrales, donc, pardon, oui, les banques du réseau de la Banque centrale nord-américaine, donc JP Morgan, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo aussi, qui empêchaient tout client via leur carte Visa et Mastercard d'acheter des cryptos à crédit. Donc là, voilà, c'est ça. Donc voilà, vous le voyez ici directement. Et maintenant, il y a eu un gros problème au niveau de quoi? Des transactions non autorisées. Et donc là, il y a des gros problèmes entre toutes ces compagnies. Donc ça crée des problèmes pour les utilisateurs et ainsi de suite. Donc là, voilà. Maintenant, on continue et on va dans un problème de hack. Rappelez-vous, on parlait de hack et maintenant on y est. Maintenant, c'est quoi? Ce sont des compagnies qui se sont fait hacker. Là, c'est Tesla. Tesla a son cloud. Rappelez-vous, cloud, c'est une technologie qui vous permet de stocker toutes vos données dans le cloud, donc on va dire dans les nuages, pour ainsi dire. Rappelez-vous, c'est savoir avec quoi? Tesla, c'est une compagnie qui fait des véhicules, comment dirais-je, des véhicules autonomes.
Rappelez-vous, je vous ai dit au début, on a vu Nvidia. Les chips qui sont utilisés, ce sont des chips Nvidia principalement. Mais pourquoi ces chips? Ces chips sont en train de récupérer toutes les données. Donc vos données, comment vous conduisez, les endroits que vous visitez, ainsi de suite. Et tout cela après est envoyé quoi? Dans le cloud de Tesla. Et c'est là où l'intelligence artificielle et le machine learning est en train d'étudier toutes ces données pour quoi? Améliorer la technologie qui est dans les véhicules Tesla et aussi améliorer l'expérience de l'utilisateur. Donc les données, c'est très important. Donc rappelez-vous, on est à l'âge des data. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le cloud de Tesla a été hacké et on y a mis un malware et ce malware a permis quoi? Aux hackers de miner des cryptos. Donc utiliser cette puissance-là pour hacker cela. Et principalement, ce sont toujours les mêmes cryptos qui sont hackés. C'est Monero, je pense, si je dis pas de bêtises. C'était Monero qui avait été hacké. Enfin non, Monero qui avait été miné, si je me trompe pas. Voyons voir ici, ils sont en train de dire exactement c'est quoi la crypto qui avait été minée ici. Non, je vois qu'ils n'en font pas allusion, mais je vois qu'il y a un article là, en relation avec celui-là que j'étais en train de lire. Et oui, c'est celui-ci. Là, vous avez la vidéo, vu que là c'est arrivé à CNBC, où ils étaient en train d'en parler. Et ben, ça a été utilisé pour miner, comment dirais-je, une crypto. Mais ici, ils disent Bitcoin, mais je ne pense pas que c'est des Bitcoin, parce qu'à travers le cloud et ainsi de suite, ce qu'on peut miner beaucoup plus facilement, c'est Monero. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça, hein, et même des pages du gouvernement. J'ai déjà donné des news la semaine passée, où les personnes, visitant certaines pages, directement, il y avait certains scripts qui sont utilisés et faire en sorte que la puissance RAM, donc votre CPU, est utilisée pour permettre à ces personnes-là de miner la crypto durant le temps que vous restez sur cette page internet et même après. Donc là, il faut faire très attention de nos jours ici, hein. Donc voilà, donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. Mais j'ai un gros problème. Je pense que je n'ai pas inclus ici l'article dans lequel on parlait de la monnaie, parce qu'ici je ne les voyais pas, et dans un autre article que j'étais en train de regarder, on avait dit exactement c'était quelle monnaie qui avait été utilisée pour le minage. Donc là, je vais le rechercher et je vais l'inclure. Donc j'ai pas mal d'articles, j'ai dû ne pas le mettre. On reste encore dans le hacking ici, hein, et là maintenant c'est quoi? Microsoft Word a été hacké aussi. Vous voyez que dans Microsoft Word on peut y attacher directement des vidéos, et là ils ont utilisé cela. Pourquoi? Le temps que vous restez à regarder la vidéo qui est attachée au document Word, et directement on utilise l'ordi, comment dirais-je, la puissance utilisée pour miner, et dans ce cas-ci oui, c'est miner Monero qui est utilisé ici. Ok, donc voilà, ouais, comme je l'ai dit, hein, à travers les JavaScript et ainsi de suite, c'est ça qui est utilisé pour utiliser le Power CPU, donc votre puissance RAM, et directement pour vous permettre de quoi? D'aller directement, comment dirais-je, miner du Monero. Donc voilà, ça c'est un gros problème que l'on a aujourd'hui, donc faites très attention aussi à avoir une bonne hygiène d'utilité, une bonne hygiène web, hein, une bonne hygiène internet. Donc faites attention aux pages que vous visitez, aux mails que vous ouvrez, les spams, ainsi de suite. Vous voyez qu'on est tous victimes de cela, donc faire super attention. Donc là voilà, donc il faut des mises en garde. Ok. Maintenant, on va regarder un peu le côté trading ici, hein. Et là maintenant, on parle un peu, là c'est l'émission Trading Nation de CNBC où ils avaient toujours des traders et des portfolio managers, ainsi de suite, qui sont en train de parler de leurs positions, ce qu'ils sont en train de faire. Et là maintenant, là on est en train de parler un peu ici des positions qu'il y a sur le Bitcoin et sur le Gold, ainsi de suite. Donc voir un peu l'interaction, la corrélation positive ou négative, tantôt positive, tantôt négative entre les deux. Bien sûr le débat Bitcoin, est-ce que c'est de l'or digital, ainsi de suite. Et le Bitcoin va-t-il aller plus bas ou quand est-ce qu'il va rebondir, ainsi de suite. Vous voyez que pour le moment, on reste baissier. Donc ça on verra ça nous demain lors du Bitcoin Trading Time. Ok, donc là, voilà, en gros, c'est ça. Donc une personnalité de Wall Street qui parle du trading. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On reste dans le trading, on reste dans les investissements. Et maintenant, la question est, oui, qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir de l'exposition au Bitcoin, mais parfois, rentrer dans les cryptos, ce n'est pas la meilleure chose. Pourquoi? Moi, je le dis aussi personnellement, par moment, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas shorter. Donc, lorsqu'il y a des baisses phénoménales, comme on a vu de 20 000 à 9 000 maintenant, vous ne pouvez pas, comment dirais-je, avoir accès à cela. Et là, ce que je dis, rappelez-vous, je vais commencer Insider, le nouveau magazine qui va être là exclusivement pour les clients ici au jctune.com. Et donc là, vous allez voir les positions, vu que pour le moment on est short, vous allez voir les positions short que je suis en train de mettre avec les cryptos, donc Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, pas trop, et j'ai IOTA encore, et quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est tout, hein. J'ai ces 5-6 cryptos là, et donc voilà, ok. Donc là, c'est une chose. Et rappelez-vous maintenant, lorsqu'on revient à ça, il y avait des compagnies, donc cette compagnie ici, Riot Blockchain, je pense avant s'appelait Riot Ice-T ou un truc pareil, ils étaient dans le thé, ils ont changé de nom maintenant pour être exposés au blockchain, et la SEC leur a causé des problèmes, avait arrêté le trading avec cette compagnie vu que son action a été montée terriblement. Maintenant l'action a fortement baissé, donc il y a eu pas mal de problèmes, le trading est réouvert, mais il y a eu des problèmes, vous voyez ici, hein, comment dirais-je, les actionnaires les ont traînés en justice. Pourquoi? Vu tous ces problèmes et vu les problèmes et suspensions
fonction du trading et ce qu'il y avait. Et maintenant aussi, problème de fraude, vu qu'ils ont juste changé leur nom. Mais est-ce qu'ils sont réellement en train de faire du développement au niveau du blockchain? Donc là, vous avez le CEO de la compagnie qui est venu parler et dire le pourquoi, du comment ils ont changé de nom, pourquoi ils sont passés au blockchain. Et oui, réellement, ils ont commencé à racheter des exchanges et des compagnies canadiennes qui étaient explosées directement, et des compagnies minières, donc ils sont en train de miner maintenant. Ils sont en train de miner aussi, donc ils ont racheté des compagnies minières qui minent des cryptos, et dit que là c'est un business qui est en train d'aller, comment dirais-je, qui va de l'avant réellement pour eux. Donc en gros, c'est quoi? Avoir de l'exposition au Bitcoin, bah, ou participer à une compagnie qui est en train de miner, ou réellement intervenir, donc acheter des actions de compagnies qui sont exposées blockchain. Ok, donc en gros, voilà, c'est ça. Pourquoi bah, que pour un investisseur traditionnel avec les actifs traditionnels, rappelez-vous, Vitalik Buterin le disait aussi lors d'un article que j'ai partagé avec vous durant cette semaine-ci, où il disait que les actifs traditionnels restent le meilleur pari et le meilleur endroit où, dans lequel ben, vous pouvez mettre votre argent à travailler, dans lequel vous devez investir, parce que dans les cryptos, ça peut aller à zéro. Donc voilà pourquoi je vous dis toujours que lorsque vous investissez dans les cryptos, c'est la casquette du VC, donc du venture capitalist, donc du capital risque que l'on prend. Capital risque, c'est quoi? Ben, je prends le risque que ça aille à zéro. Donc mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, donc ça ne va pas vous miner, ou ça ne va pas vous toucher ou changer votre style de vie lorsque vous investissez dans les cryptos. Pourquoi? Ben, lorsque ça va à zéro, ben, vous avez pris le risque qu'il aille à zéro. Et vous restez dans le temps qui est un retour. Rappelez-vous, on est dans une phase embryonnaire des cryptos, et là on n'a eu que l'engouement web, tout ce que vous voulez, c'est ça. Mais les promesses fondamentales de ces projets n'ont pas encore été mis en avant. On n'a rien vu. Pour le moment, on voit juste une bataille de coqs qui dit oui, moi je suis le plus rapide, moi je suis le meilleur, moi je suis le ci, moi je suis le ça. Ouais, et c'est tout ce qu'on voit. On n'a rien vu d'autre. Avec Litecoin, Bitcoin Cash, tout ce que vous voulez, on n'a rien vu d'autre. Aucun cas d'utilité concret au quotidien. Ok? Rien. Et lorsqu'il y a eu des projets qui ont été mis en avant, c'était rapidement arrêté. Donc voilà, comme je dis, voilà, moi j'ai utilisé bah, les cartes prépayées des compagnies, des wallets, ainsi de suite. C'était rapidement arrêté, et à un moment donné c'était épouvantable au niveau des frais, des prix. J'avais une carte, on dit non monsieur, on annule cette carte parce qu'il y en a un problème ici, c'est ça. 2 semaines après j'en reçois une nouvelle, elle est annulée. Après les cartes virtuelles ne fonctionnent plus, c'est ça. Donc ouais, que, au quotidien ce n'est pas possible. J'ai pu l'utiliser, mais dans le long terme ce n'était pas possible. Donc voilà. Donc maintenant on veut voir quelque chose de mieux. Ok, mais pour le moment, tant qu'il n'y a pas ça, si vous n'êtes pas sûr des cryptos, eh ben, il y a des compagnies qui sont exposées, laissez-les eux tomber et on va dire prendre le risque. Mais vous, lorsque vous êtes investi dans des compagnies comme celle-ci, il y a la possibilité de la shorter. Si jamais ça se passe mal, vous mettez un short. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous la vendez à découvert. Rappelez-vous, je vous dis toujours, le Bitcoin est monté de 10 000 à 20 000. Là, tous ceux qui étaient rentrés à 10 000 ont pu profiter à 20 000. Mais là, maintenant, quand c'est en train de tomber de 20 000 et qu'on a touché les 6 000, on n'en profite pas. Donc là, vous êtes en train de perdre. Maintenant, pendant qu'il y a cette baisse, on peut aussi profiter de cette baisse, mais il faut apprendre comment le faire. Ok? Donc voilà. Maintenant, on termine. On a ces deux derniers articles ici. Ouais, là, on a déjà vu. Hein, donc là, on en parlait comme Nvidia. Donc, ouais, j'ai 2 fois le même article. Maintenant, on va au VC. Donc voilà, ce sont des VC, donc des venture capitalistes. Donc là c'est une venture capitaliste ici qui est en train de parler de leur stratégie d'investissement. Donc elle parle du blockchain, elle parle des cryptos et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui est en train de se faire ici à Silicon Valley. Donc il y a beaucoup de venture capitalistes qui sont là. Donc rappelez-vous, ce sont eux qui investissent, qui prennent le risque d'investir dans des startups. Rappelez-vous, Mark Zuckerberg avec Facebook, un personnage derrière lui, Peter Thiel, qui était le même personnage qui était derrière. Donc Peter Thiel, c'était le premier investisseur dans Facebook. Derrière aussi, Vitalik Buterin, premier investisseur dans Ethereum, aussi, c'est Peter Thiel qui a donné 100 000 dollars au jeune Vitalik Buterin pour qu'il aille développer Ethereum. Donc ce sont des VC, donc des venture capitalistes, donc du capital risque. Ils prennent le risque de mettre de l'argent et en espérant un retour demain. Donc c'est-à-dire que si la chose ne se passe pas, ils ont accepté ce risque. Mais ils ont un portefeuille pas mal de startups, donc pas mal de projets startups. Et ben voilà, la meilleure d'entre elles, ben voilà, s'ils ont 100 millions de dollars, ben on va mettre 25 millions là, 25 millions là, on va prendre 4 ou 5 compagnies, donc ou 20 millions dans chacune, ou 25 millions dans chacune. Donc si on met 25 millions, on en a 4, et on va voir laquelle de ces 4 ben, va nous rapporter. Si des 25 millions qu'on a mis, ben, elle fait 10 fois cela, ben, on a récupéré déjà l'argent que l'on avait. Ouais, donc c'est ça. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc, pour faire court, c'est la même approche que vous devez avoir lorsque vous allez regarder les cryptos aussi. Ok? Donc là, voilà, donc là, expliquer un peu tout ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, on va à quoi? On va à la poule
de mineurs, Bitmain, qui est une grosse pool de mineurs. Et là, maintenant, on est en train de parler au niveau des profits. Vous voyez qu'on a beaucoup parlé d'NVIDIA. Pourquoi? Parce que NVIDIA, vu qu'elle est exposée, ses GPU sont très utilisés et très connus au niveau des mineurs qui l'utilisent pour miner le Bitcoin. NVIDIA a fait des bons retours d'une histoire de 4 ou 2 milliards dans ce qu'ils avaient publié dernièrement, dans ce qu'ils étaient en train de faire, voilà ici. Hein. Et NVIDIA a une market cap de 147 milliards de dollars et ils ont fait des profits de 3 milliards de dollars en 2017. Mais dans le même moment, la pool de mineurs, donc ceux qui valident les opérations, donc qui est basée à Beijing, donc à Pékin, Bitmain, eux, dans le même moment, fondés en 2013, ont généré 3 milliards et 4 milliards. Donc en profit d'opération et dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc 3 et 4 milliards, donc c'est énorme. Hein. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. Donc vous voyez que valider des opérations, valider, donc être une mining pool, comment dirais-je, c'est aussi profitable qu'avoir un business comme Nvidia et en moins de temps, vu qu'Nvidia a beaucoup d'autres lignes de profit, pas spécialement, comment dirais-je, pas uniquement les cartes GPU, mais beaucoup d'autres choses. Hein. Rappelez-vous les chips, l'intelligence artificielle, les gaming, les PC de gamers, et ainsi de suite. Mais Bitmain uniquement, exclusivement faire cela. Mais maintenant, Bitmain aussi, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Va commencer à quoi? À vendre eux-mêmes leur propre équipement minier. Donc ça va être très intéressant. Donc on espère voir cela commencer à monter. Donc vous voyez que Bernstein ici c'est une boîte d'analyse et de consulting. Ils estiment quoi que les grosses margins, donc les marges brutes et les marges opérationnelles vont augmenter de quoi? De 75 et 65%. Donc 75% pour le gross margin et 65% pour le operating margin. Donc là, ça va encore faire quoi? Plus de bénéfices pour, comment dirais-je, pour Bitmain. Ok, donc là, ça va être quelque chose de super intéressant. Donc, on va suivre ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors de la sphère crypto. Donc, pas être uniquement cryptocentrique, mais au plus vous en savez, au plus vous êtes plus intelligent et vous pouvez mettre sur pied des systèmes et des stratégies. Donc là, je le répéterai tout le temps parce que c'est ce qu'il faut faire. Et ne pas tomber dans les pièges de ces fraudes et de ces scams que l'on voit là, de ces schémas de Ponzi avec des retours impossibles, incroyables. Donc voilà, donc là, soyez éduqués financièrement et vous-même évaluez les risques et soyez tranquille, rentrez petit à petit. Et donc voilà, ça se passera mieux. Ok, donc voilà, on a fait une longue émission, on a vu tout ce qu'on avait à voir. Donc nous, on va déjà se retrouver demain. Et donc là, vous savez aussi où me retrouver, c'est au www.jcitium.com. Et donc là, vous savez bien, la boîte de consulting et de recherche et d'analyse que l'on a, on offre des solutions et on offre des services, principalement l'éducation financière. Donc, comme je vous dis, c'est très important pour vous. En cliquant ici, vous allez avoir quoi? Le PDF, un PDF que vous pouvez télécharger pour voir le contenu des vidéos consulting. On a bien sûr ici les vidéos consulting basées sur 10 modules, plus de 60 heures, donc plus de 3000 minutes ici pour moins de 50 euros. Les Global Q2 Research qui sont des rapports trimestriels ici à l'unité et ici une souscription annuelle. Et on a les consulting one-on-one. Donc au lieu des vidéos consulting, vous avez le consulting one-on-one directement avec moi. Et on a ici le CryptoTech Portfolio dans lequel quoi? Ici on vous aide directement à travailler la gestion du risque, générer des stratégies, des idées de trade et avoir un système et une stratégie d'intervention dans les marchés. Et voilà, là on fait cela avec vous, donc ça aussi, et cela donc avec moi personnellement ici, donc bien sûr pour tous ceux qui sont francophones. Et comme vous le savez aussi, ben, on a tous les crypto trading tous les jours. Donc aujourd'hui, samedi, on a fait le crypto rapport. Vous voyez, demain, dimanche, Bitcoin, lundi, Ethereum, Dash et encore pas mal d'autres choses. Mardi, Litecoin Neo principalement. Mercredi, Ripple, IOTA et Stellar Lumens. Jeudi, Zcash, Monero. Et vendredi, Quantum, EOS et bien sûr toutes les cryptos qu'on rajoute. Hein, donc le Trône, Nano, le LISC, et il y aura l'émission spéciale Tether aussi qui va arriver. Ok, donc voilà, là j'ai dit que il me manquait encore, j'étais encore en train de faire des recherches sur l'un des membres de la compagnie que je ne trouvais pas, j'avais du mal à trouver son profil, mais bon, on va déjà commencer avec ça. Même sur Bloomberg, son profil est très flou, donc on me donne une personne, mais je n'ai pas l'impression que c'est la même personne, donc voilà. Donc là, je vais déjà faire avec ce que j'ai. Et donc là, durant la semaine, on va vous présenter cela. Et aussi, rappelez-vous, il y a Insider qui va arriver, que je suis en train de préparer. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ont les vidéos modules et qui sont en consulting. Il y aura les vidéos Insider. Donc comme ça, vous allez voir un peu les idées. Et maintenant, on est dans une période de short. Donc tout baisse. Donc vous allez voir un peu ma stratégie d'intervention et tout ce que je suis en train de faire au niveau du raisonnement, l'approche fondamentale, ce qu'il y a, pourquoi est-ce que je short maintenant et où est-ce que jusqu'où je pense que ça va aller et les niveaux auxquels je suis en train de mettre des ordres limites pour remonter. Donc tout ça, vous allez le voir. Et avec les cryptos principalement. Et ensuite, vous allez voir aussi avec ce que je fais avec les actions blockchain, donc tout ce qui est exposé blockchain. Et il y a quelques idées que je suis en train de mettre en place.
Et donc là, vous allez voir, donc, certains d'entre vous qui sont déjà en consulting, vous savez déjà quelles sont ces idées-là. Mais là, non, je vais aller encore plus loin dans les raisonnements, vu que quoi, il y a tout l'aspect fondamental que je suis en train de mettre en place aussi. Ok. Donc voilà, donc une fois que là, vous avez trouvé chaussure à votre pied, donc rapidement, on va vous montrer comment pouvoir le faire. En cliquant ici, vous êtes redirigé vers la partie de paiement du site. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse, donc éducation financière, on va dire ça comme ça. Là, c'est le buy, vous cliquez sur le buy now pour être dirigé vers la partie de paiement sécurisé, donc la plateforme ici de paiement de PayPal. Et une fois sur la plateforme, vous me rentrez vos informations comme lors de tout achat sur Internet. Et pour moi, je demande un numéro de téléphone portable et une adresse email de préférence @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les Google Docs, les PDF et vous donner l'accès aux vidéos privées, donc aux playlists privées sur YouTube. Et donc là, c'est fait. Ok. Donc si vous n'avez pas un compte PayPal, PayPal aussi vous donne la possibilité de payer directement avec carte de crédit et de débit. Donc voilà, donc ça c'est pour PayPal, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Et si toutefois il y a un problème ou quoi que ce soit, il y a une autre alternative de paiement qui est ici via le lien que vous voyez, service solution via l'espace en ligne. Ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description de vidéo ici dans YouTube. En cliquant dessus, vous êtes redirigé vers une plateforme de paiement personnalisée. Donc là, vous savez exactement que c'est moi. Vous voyez exactement tous les mêmes services et solutions que l'on offre, hein. Donc les consulting à la carte, l'analyse d'actifs, les cryptotech portfolio, ici les Global Culture Research, et ici vous avez les vidéos modules. Donc là, si vous voulez, si vous en prenez 6, j'aurais compris que là c'est un consulting de 6 mois si vous voulez en plus de cela. Si vous en prenez 10, donc là vu qu'il y a 2 mois qui sont offerts, en prenant 10, ça vous fait 10 mois de consulting en plus de cela. Donc voilà. Donc là ici en prenant un directement, on sait que c'est des vidéos modules qui vous intéressent. Vous faites exactement le même procédé. Ne vous inquiétez pas pour la langue, ça va être traduit directement, la plateforme le fait, donc les algorithmes sont intelligents. Et une fois que c'est fait, vous finalisez directement la commande et pour passer au checkout. Et là, donc là, vous pouvez payer par Visa, Mastercard, même chose. Vous rajoutez une adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les Google Docs, les PDF et l'accès aux playlists privées. Ok? Donc voilà, donc là, vous avez vu tous les moyens de me contacter, les moyens d'avoir accès aussi à tout ce qui est l'éducation financière. Donc, vous voyez, c'est accessible à toutes les bourses. Et donc, voilà. Donc là, comme on dit, on est en Espagne ici, on prend le taureau par les cornes et on va apprendre. Et donc, vous allez, comment dirais-je, combler les lacunes et pallier les carences que vous avez au niveau de l'éducation financière, votre compréhension des concepts et des mécanismes des marchés financiers, et bien sûr de tout ce qui est terminologie, ainsi de suite. Vous allez apprendre à générer des systèmes, à gérer le risque et avoir une stratégie d'intervention sur les marchés avec de la diversification effective, et bien sûr aller de l'avant et générer des gains, c'est le but du jeu. Ok. Donc voilà, un grand merci, excellent week-end, un bon samedi, et on se retrouve demain dimanche. Donc demain, soyez en forme, parce que demain, on va faire de crypto trading pour le Bitcoin, et il y aura beaucoup de choses à voir. Ok. Donc Bitcoin, tous les dérivés du Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold, vu que tous les autres, il n'y a rien d'intéressant avec le 78X, le Bitcoin Diamond et ainsi de suite. Donc voilà, on va se limiter aux principaux. Et donc voilà, face au dollar et face à l'euro, lorsque l'on peut. Ok. Un grand merci, excellent samedi et à demain. Bye bye.